Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver pour ce webinaire. En fait, c'est le premier d'une série de webinaires dans le cadre des rendez-vous de l'ANR. Donc, on va d'abord commencer par se présenter brièvement avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Donc, enchanté, je suis Thibaut Cantat, le directeur général délégué à la science de l'ANR et je suis accompagné de deux collaboratrices. Bonjour, je suis Laurence Guyard, donc je suis adjointe au directeur général délégué à la science et en charge des relations avec les communautés scientifiques et les pratiques de recherche responsables. Merci, Laurent. Et bonjour à tous, Émilie Abillon, donc je suis directrice adjointe de la direction du conventionnement et du financement. Voilà, donc bonjour. Donc, comme je disais, ce rendez-vous, c'est le premier webinaire dans une série de plusieurs webinaires qui auront lieu dans les 10 prochains jours, aussi bien sur les nouveautés qui concernent le règlement financier, les engagements, les instruments et les dispositifs pour la recherche internationale, etc. Vous avez toutes les informations sur le site web de l'ANR. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On essaiera de répondre à un maximum de questions pendant la session de ce matin. Évidemment, on se concentrera sur les questions qui ont une portée générale. S'il y a des questions qui sont un peu plus spécifiques sur vos situations personnelles, ne vous inquiétez pas, on y répondra, mais du coup, en aval de ce webinaire, quand on sera déconnecté. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner une présentation générale du cadre du plan d'action avec un focus sur l'appel à projet générique, mais surtout de mettre en exergue toutes les nouveautés qu'il y a sur le plan d'action 2026 à l'ANR, pour que vous puissiez vous y repérer, voir un petit peu ce qui a changé et que vous puissiez évidemment préparer vos projets de recherche. Alors, si je déroule la présentation, qu'est-ce qu'on a au menu? On va avoir une présentation en 3 temps. Évidemment, à la fin de chaque temps, on prendra du temps pour répondre à vos questions. Le premier temps, il sera vraiment dédié aux missions et aux engagements de l'ANR. Il n'y a pas de grand bouleversement là-dessus, évidemment, mais c'est toujours bien de rappeler un peu le cadre de nos missions et de nos engagements. Le deuxième temps, il sera vraiment dédié aux appels à projets qui sont dans le plan d'action 2026, avec tout ce qui concerne l'appel à projet générique, mais aussi les autres appels et les nouveaux dispositifs. Et vous voyez déjà en orange qu'il y a pas mal de nouveautés qui ont été introduites en 2026. Et donc, on fera un focus particulier sur ces nouveautés. Et enfin, on gardera un temps sur les mesures de simplification. Donc, vraiment pour vous présenter la philosophie de ces mesures de simplification, sachant qu'on ira évidemment beaucoup plus dans le détail dans le webinaire qui est consacré à ces mesures de simplification et qui aura lieu cet après-midi. Alors, si on commence sur les missions et les engagements de l'ANR, pour vous rappeler un petit peu le cadre dans lequel on évolue et quelles sont nos missions. Donc, évidemment, à l'ANR, le but, c'est de financer, de promouvoir le développement des recherches, aussi bien fondamentales que finalisées, mais aussi l'innovation technique et le transfert de technologie. C'est pour ça qu'il y a aussi des instruments de financement qui concernent la recherche partenariale publique-privée. Donc à droite, vous avez un petit peu le cycle qui conduit à la programmation qu'on va vous présenter aujourd'hui et à la sélection, à la réalisation et à l'évaluation des projets. Donc c'est important d'avoir un petit peu ce cycle en tête parce que c'est celui qui rythme la vie de l'ANR et puis aussi les évolutions qui ont lieu dans le cadre de la programmation et qu'on vous présente aujourd'hui. Donc cette programmation, elle se repose beaucoup sur des comités de pilotage de la programmation qui sont 13 comités qui se réunissent au printemps avec des représentants évidemment de vos institutions, donc des organismes nationaux de recherche, mais aussi des tutelles, des universités, de France Universités, etc. Je vais essayer de revenir sur la slide précédente. Ces comités de programmation, ils sont copilotés à la fois par l'ANR et par le ministère. Ça permet d'instruire des sujets tels que est-ce qu'il faut développer des nouveaux instruments de financement, est-ce qu'il faut revoir les instruments de financement qui existent, parce que ça nous permet d'avoir un retour de la communauté sur comment ces instruments se sont appropriés, ont été appropriés dans les communautés de recherche. Et à partir de ça, on va faire une proposition de programmation pour l'année suivante au ministère. Et c'est vraiment le ministère chargé de la recherche qui, derrière, va arrêter la programmation qui, derrière, va être mise en œuvre. Alors, une fois que la programmation est arrêtée, du coup, ça conduit à la publication du plan d'action, à la publication des différents appels pour les instruments de financement, ce qui vous permet, vous, de pouvoir candidater. Suite à ces candidatures, on va avoir toute la période d'évaluation, de sélection de projets,
puis l'étape de réalisation des projets, et enfin d'évaluation ex post, donc tout ce qui est les produits de la recherche, les impacts issus de la recherche, aussi le retour des communautés sur ces instruments de financement, ce qui va nous permettre d'alimenter un nouveau cycle d'instruction de la programmation. Donc ça, c'est vraiment le cycle qui concerne le plan d'action 2026. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu l'ANR, vous savez aussi que l'ANR gère des grands programmes d'investissement de l'État, en particulier France 2030, qui suit un cycle différent et qui ne fera pas du tout l'objet des présentations aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. On va vraiment rester focalisé sur le plan d'action. Alors, pour le plan d'action 2026, quelle est la dynamique? Quels sont un peu les grands mots-clés? Les grands mots-clés, finalement, j'ai envie de dire, c'est de la stabilité, mais aussi certaines évolutions pour répondre à des objectifs et à des principes clés. Donc, ceux qui nous ont guidés cette année, c'est vraiment de tendre vers la promotion de l'attractivité de la recherche française, aussi d'encourager la participation des équipes françaises au programme cadre européen, et enfin de contribuer à la politique d'innovation. Et donc, on va retrouver des invariants. L'invariant, c'est que le positionnement de l'appel à projet générique, il reste évidemment guidé par la curiosité. Donc, il est vraiment en complémentarité des programmes dirigés qui sont financés sur France 2030. Donc, France 2030 est plutôt sur une recherche qui est pilotée sur des grandes stratégies d'accélération avec des thématiques qui sont identifiées. Sur l'appel à projet générique et de façon plus générale sur le gros du plan d'action 2026, on va être vraiment sur des appels qui sont guidés par la curiosité. Le but, c'est de soutenir des projets majoritairement de recherche fondamentale qui viennent en fait de la créativité des équipes de recherche et des laboratoires. C'est une évaluation dont la base est vraiment l'excellence scientifique, c'est le mot d'ordre. On reviendra avec Laurent sur les critères d'évaluation, mais l'excellence scientifique reste au cœur de la dynamique de l'appel à projet générique. Alors ces invariants, ça n'empêche pas des nouveautés, et les nouveautés, ça va être de deux types, essentiellement autour d'une mise en œuvre simplifiée. Donc un aspect de simplification pour la gestion des projets. On en parlera en fin de webinaire avec Émilie qui présentera les grandes mesures et de façon beaucoup plus détaillée cet après-midi dans le webinaire qui est dédié aux simplifications sur la gestion des projets. Mais cette simplification, on la voit aussi comme pour les nouveaux instruments. C'est-à-dire que quand on va chercher à avoir des nouveaux instruments, par exemple, qui encouragent la participation des équipes françaises au programme cadre européen, on va essayer de développer des instruments et des dispositifs de financement qui vont se faire sans évaluation supplémentaire, avec des mécanismes de type top-up, qui consiste à dire que si vous avez déjà bénéficié, si vous êtes déjà lauréat d'un projet ANR, en fait, ce seront des financements complémentaires qui vont venir et qui seront déclenchés de façon beaucoup plus automatique et sans évaluation supplémentaire, puisque le travail d'évaluation a déjà été réalisé sur le projet ANR auquel vous bénéficiez. Alors peut-être je vais laisser la parole à Laurence pour vous parler un petit peu du cadre général de principe qui nous gouverne. Merci Thibault. Oui, effectivement, pour répondre à nos missions de la meilleure façon, nous avons dressé et enrichi au fil des années un cadre général de principes. Le premier des principes étant l'évaluation par les pairs, qui est un principe fondamental et partagé par tous nos homologues européens et internationaux. Nous avons révisé à plusieurs reprises la charte de déontologie et d'intégrité scientifique. Nous avons établi un plan d'action égalité et qui nous a permis, le premier plan d'action nous a permis d'être labellisé égalité en mai 2023. Nous avons élaboré une politique science ouverte. Nous sommes signataires de la déclaration de San Francisco. Nous promouvons la culture scientifique, technique et industrielle. Nous avons également mis en place un dispositif de protection du potentiel scientifique et technique. Et enfin, nous sommes très soucieux de connaître les objectifs de développement durable auxquels répondent les projets que nous finançons. Donc, un cadre général de principe qui vise à promouvoir une conduite de recherche intègre et responsable, et ça c'est vraiment extrêmement important afin de renforcer le lien de confiance entre science et société, lien de confiance qui a été relativement égratigné pendant la crise sanitaire du Covid-19. Alors quelles sont les applications concrètes de ces engagements pour les évaluateurs et évaluatrices qui conduisent les évaluations des projets de recherche que nous recevons, ils s'engagent tous et toutes à respecter les principes qui sont inscrits dans notre charte de déontologie et d'intégrité scientifique.
Il s'engage également à respecter la confidentialité des documents qui leur sont transmis pour effectuer les évaluations. Et nous avons révisé cet engagement de confidentialité sur l'édition précédente afin de demander aux évaluateurs et évaluatrices de ne pas utiliser d'outils IA pour faire l'évaluation des projets de recherche et de ne surtout pas déposer tout ou partie des projets de recherche qu'on leur demande d'évaluer dans des outils IA, y compris des traducteurs comme Google Trad ou DeepL. Tous et toutes ont obligation aussi de déclarer des liens d'intérêt, leurs liens d'intérêt qui pourraient constituer conflit d'intérêt dans le cadre de l'évaluation. Évaluation qui doit se faire uniquement sur la base des documents qui sont déposés sur le site de dépôt à date et heure de clôture. Et cette évaluation doit être réalisée uniquement sur la base des critères d'évaluation qui sont publiés dans le texte de l'appel à projet et qui sont transparents. Cette évaluation doit se faire de manière qualitative, c'est-à-dire sans mention des indicateurs bibliométriques pour être aussi en cohérence avec la déclaration de San Francisco dont nous sommes signataires et dont la plupart des organismes et établissements de recherche le sont en France. Et pour que tout cela soit bien clair pour les membres de comité, eh bien, nous avons mis en place des formations dédiées. Formation dédiée pour les présidents et présidentes de comité et formation des membres de comité à l'ensemble de ces principes et règles. Pour les chercheurs et chercheuses qui sont impliqués dans un projet qui est financé par l'ANR, il y a également des applications très concrètes de ces engagements. Je vous ai parlé du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique que nous avons mis en place et à cet effet, nous vous conseillons, avant de déposer un projet comportant un partenaire public ou privé étranger, de vérifier l'éligibilité en termes de protection de ce potentiel scientifique et technique auprès des services dédiés au sein de l'établissement de votre établissement de rattachement. Tout scientifique impliqué dans un projet doit respecter l'ensemble des principes qui sont inscrits dans notre charte de déontologie et d'intégrité scientifique. On demande aussi à ce que soit pris en compte la dimension sexe et au genre dans le contenu des recherches et ça sera un sujet qui sera bien développé dans le webinaire qui aura lieu lundi prochain consacré aux engagements de l'ANR. Donc, je vous invite à assister à ce webinaire. Nous demandons la transmission d'un plan de gestion de données pour les projets qui sont financés dans les 6 mois qui suivent la contractualisation et une version révisée en fin de projet. Enfin, nous demandons à ce que toutes les publications issues des projets soient publiées dans HAL, de transmettre à l'ANR un récépissé de la déclaration de due diligence si vous avez recours à des ressources génétiques en respect des accords de Nagoya et nous demandons également aux équipes financées de faire la promotion de la culture scientifique. Je repasse la main à Thibaut. Merci Laurence. Est-ce qu'on a déjà 2 ou 3 questions? Oui, on a des petites questions concernant la mise en œuvre de la programmation arrêtée par le ministère. Quel sera l'avenir de la loi de programmation de la recherche arrivant bientôt à son terme dans sa programmation, sauf erreur de sa part? Alors, en fait, ces 2 dynamiques, elles sont séparées, c'est-à-dire que depuis 2020, on bénéficie en effet d'une loi de programmation de la recherche qui donne un cadre et qui a été très favorable à l'ANR, qui a permis, je reviendrai dessus dans une minute, qui a permis de financer plus de projets à l'ANR. Cette année, le ministre a demandé à activer une clause de revoyure de cette LPR. Donc, ça, il y a un travail, j'allais dire, de l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est en cours là-dessus, mais qui est complètement séparé
de la programmation stricto sensus du plan d'action de l'ANR, dans la mesure où la programmation du plan d'action de l'ANR, c'est vraiment de se poser la question de quels sont les dispositifs, les instruments, leur mode de mise en œuvre qu'on va mettre en place pour l'année à venir, pour les appels à projets. Est-ce que les PGD des projets ANR sont lus, voire évalués par l'ANR? Alors, ils ne conduisent pas à une évaluation. Est-ce qu'ils sont lus? En fait, les PGD, c'est surtout au bénéfice finalement des coordinateurs, des coordinatrices et des équipes qu'ils animent dans les projets de recherche. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évaluation par l'ANR sur ces PGD. Il y a vraiment un développement, hein, donc ces plans de gestion de données, ils se développent, ils se renforcent dans leur qualité. C'est pour ça que vous avez vu dans une slide de Laurence qu'on encourage maintenant à passer par DMP Opidor, hein, qui permet de formaliser complètement les plans de gestion de données afin d'élaborer et puis de déposer vos plans de gestion de données. Vous avez mentionné un financement top-up pour les projets financés. Pourriez-vous donner plus d'informations dessus? Ça, c'est le but de la présentation. C'était un vrai teasing pour que vous restiez connectés. On y revient dans quelques minutes. Et que veut dire concrètement une prise en compte d'une dimension sexe et ou genre dans le contenu de leur recherche? On le regarde dans les critères d'évaluation. On aura une slide sur les critères d'évaluation. Ça vaut le coup, du coup, de passer quelques minutes pour bien répondre à cette question qui, en effet, peut être interprétée d'une façon un peu différente que de l'objet du critère d'évaluation. Donc oui, comme il y a pas mal de questions là-dessus, on y reviendra peut-être un peu plus en détail sur les critères d'évaluation. Il n'y a plus de questions sur la partie mission. Toutes les questions qui sont posées sont plutôt sur la suite de la présentation, donc on y reviendra après. Donc, on enchaîne avec les appels à projets du plan d'action 2026. Donc, c'est important toujours de rappeler les fondamentaux parce que parfois aussi, et on espère, il y a des nouveaux entrants, c'est-à-dire de nouveaux chercheurs, de nouvelles chercheuses qui déposent des projets au plan d'action 2026. Donc, pour vous rappeler un petit peu les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que dans l'appel à projet générique, qui est le gros du plan d'action, on va retrouver différents instruments de financement, certains qui sont vraiment centrés sur les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, des projets mono-équipe, des projets collaboratifs, soit uniquement dans le monde académique, soit comme le niveau international. Piloté avec des comités d'évaluation scientifique, une sélection en 2 étapes, excepté pour les PRCE et les PRCI, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Et en parallèle de cet appel à projet générique, qui représente le gros en termes de budget du plan d'action 2026, plus de 75%, il y a des appels spécifiques et des dispositifs qui peuvent être soit tournés vers l'Europe et l'international, soit plutôt centrés sur le partenariat public-privé, ou encore on peut avoir des instruments qui sont déclenchés de façon ad hoc si il y a une actualité particulière, c'est ce qu'on va appeler les appels challenge et les appels flash. Alors, commençons par l'appel à projet générique. Donc, pour répondre à la question sur la LPR en particulier au passage, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est à la fois le nombre de projets qui sont déposés chaque année à l'appel à projet générique, ce sont les barres bleues. Les projets qui sont sélectionnés, donc financés, ça, ce sont les barres qui sont en orange. Et enfin, le taux de sélection pour cet appel à projet générique. Et donc, vous voyez qu'il a beaucoup varié sur la dernière décennie avec une période qui a été difficile, qu'il faut qu'on partage, qui était la période 2014-2015, et puis vraiment une remontée en termes de nombre de projets financés à partir de 2020-2021, et ça c'était vraiment le bénéfice, l'effet extrêmement positif de la LPR, plus un soutien du PIA 4 qui a permis d'augmenter significativement le nombre de projets qui sont sélectionnés, et donc en corollaire de ça, avec un nombre de projets déposés qui fluctue mais qui reste autour de 7000, un taux de sélection qui est autour de 24%. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas le chiffre 2025, tout simplement parce que l'exercice 2025, il n'est pas terminé. Et il y a évidemment encore moins 2026, puisque pour 2026, ça dépendra du budget qui sera confié à l'ANR et qui pourra du coup être dédié à cet appel à projet générique. Donc, très certainement pour 2025, on va être dans les mêmes ordres de grandeur que la période 2021-2024, donc autour de 23-24%. Est-ce que ce taux de sélection il sera amené à augmenter? Vu le contexte budgétaire actuel, clairement, on ne peut pas s'engager sur une augmentation de ce taux de sélection. Par contre, ce qui a été, réaffirmé par le ministre au cours de l'été, c'était de dire le fait que
pour bien financer les projets à travers les appels à projets de l'ANR, le fait de financer un projet sur 4 est une cible qui permet d'avoir un système qui fonctionne bien. Et c'est un petit peu ce qu'on voit du retour de la communauté, mais aussi du retour des autres agences de financement à l'échelle européenne, qu'un taux de sélection qui est autour d'un projet sur 4 permet de financer suffisamment de projets. Alors, l'appel à projet générique, il doit couvrir l'ensemble des domaines scientifiques puisqu'il est vraiment basé sur la curiosité des chercheurs, des chercheuses. Et c'est pour ça que, pour bien couvrir l'ensemble de ces domaines scientifiques, on va avoir 57 axes de recherche. Donc, ce ne sont pas des priorités de recherche, c'est simplement des axes de recherche qui vont permettre de collecter et du coup d'évaluer derrière les propositions de recherche. Donc, il y a à la fois des axes de recherche qui sont centrés sur des domaines disciplinaires, donc vous voyez 7 domaines disciplinaires, mais comme on encourage énormément de recherche collaborative et interdisciplinaire, transdisciplinaire ou transverse, il y a évidemment des axes de recherche qui sont centrés sur des enjeux transversaux et des domaines transversaux, et ça c'est les 19 axes de recherche que vous voyez à droite. Derrière chaque axe de recherche, il y a un comité d'évaluation scientifique, et le comité d'évaluation scientifique est celui qui va vraiment évaluer les propositions scientifiques qui sont déposées dans ces différents axes. Donc quand on regarde en termes d'évolution de ces axes scientifiques, on est vraiment dans une période de stabilité. Ça veut dire que si vous regardez les axes scientifiques, certains ont des évolutions assez marginales dans les titres et contenus. Le but en général, c'est de mieux communiquer auprès des communautés qui sous-déposent. Parfois, des communautés de recherche viennent nous solliciter à travers ces comités de pilotage de la programmation ou bien en direct à l'ANR pour dire finalement, mes propositions de recherche qui relèvent de tel domaine, je ne sais pas très bien dans quel axe scientifique les positionner. Donc, il y a un échange avec les communautés et ces comités qui permettent de dire peut-être qu'il faut qu'on précise finalement les titres et les contenus de ces axes. Pour cet axe, cette année, il y a des évolutions qui sont en profondeur. Et donc, je vous invite vraiment à aller lire la description des axes et je reviendrai encore dessus dans la suite de la présentation. En général, ces évolutions en profondeur, elles sont pour éviter des recouvrements entre des axes ou bien pour prendre en compte le fait qu'on a identifié que des communautés étaient totalement sous-représentées à l'ANR et du coup, il faut arriver à bien positionner ces axes pour inclure tout le monde. Je vais vous donner un exemple, c'est l'axe H19. L'axe H19, il était centré sur industrie et usines du futur. On l'a renommé en système productif de biens et de services. Mais il ne s'agit pas juste de renommer l'axe, mais aussi de revoir son contenu en profondeur. Pourquoi ? Parce que le but, ça a été d'élargir l'axe à des aspects beaucoup plus systémiques, beaucoup plus intégratifs, avec des disciplines qui ne relèvent pas que du génie industriel, mais qui puissent s'ouvrir notamment aux sciences humaines et sociales, qui ont des vraies contributions à apporter sur cet axe-là. Et enfin, ça permet d'éviter ce repositionnement, un recouvrement qui existait entre des axes qui étaient plus centrés sur du développement technologique, par exemple autour des procédés de fabrication, par exemple autour de la robotique. Donc vraiment, évidemment, pour les axes qui sont les plus remaniés, bien lire la description des axes, mais j'allais dire de façon générale, avant de déposer un projet à l'ANR, à l'APG, il faut vraiment regarder comment votre projet se positionne par rapport à l'axe auquel vous allez rattacher, parce que ça, c'est un critère d'évaluation. Et donc, il faut bien regarder comment votre projet se positionne. Si des questions subsistent, on essaye de faire des textes qui soient les plus limpides possibles, mais vous êtes très créatif, vous avez plein d'idées de projets de recherche, donc il y a forcément des projets où vous allez vous dire, mais ça, je ne sais pas si je le mets dans tel axe ou dans tel axe. Sur chaque axe, il y a des contacts qui sont identifiés à l'ANR, donc vous pouvez contacter les personnels de l'ANR pour demander au département scientifique qui vous éclaire sur quel axe, quel est le contenu en fait de chaque axe. À aucun moment, on vous dira il faut déposer dans tel axe. Ça, c'est vraiment, ça relève de votre responsabilité parce que c'est vous qui connaissez mieux en fait l'axe qui va permettre de bien évaluer votre projet. Il faut garder en tête que derrière un axe, il y a un comité d'évaluation scientifique. Donc, vous pouvez voir un petit peu la composition de ces comités, enfin, vous pouvez voir complètement la composition de ces comités d'évaluation scientifique. Si dans ces comités, vous voyez que vous retrouvez beaucoup de collègues que vous connaissez, de personnes qui font partie de votre communauté, vous allez pouvoir vous dire, OK, ça correspond bien à l'axe sur lequel je veux déposer. En revanche, si vous vous dites, mais là, je ne connais absolument personne dans ce comité, il faut se poser des questions et vous demander est-ce que c'est le bon axe que vous avez choisi, est-ce que vous n'avez pas surinterprété un mot-clé. Alors, je vous ai parlé des axes et des comités d'évaluation scientifique. Un autre point qui est important, ce sont les priorités stratégiques de l'État. Donc, ces priorités stratégiques, c'est quoi ? Ce sont en fait des thématiques qui sont identifiées dans lesquelles on a une enveloppe budgétaire qui est dédiée pour soutenir suffisamment de projets dans ces thématiques qui sont jugées comme étant des priorités stratégiques nationales.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces priorités nationales, s'il y a des projets qui sont en liste complémentaire et qui relèvent de ces priorités nationales, on va les piocher en fait dans ces enveloppes budgétaires pour pouvoir les financer. Donc la philosophie qui est derrière, c'est pas de dire on va financer ces projets prioritaires que sur des listes complémentaires, c'est de s'assurer qu'on va financer suffisamment de projets sur ces thématiques qui relèvent d'une priorité nationale. Alors en 2026, on est dans une approche de stabilité en ce qui concerne les priorités nationales. On reconduit donc les 7 priorités nationales qui existaient. Tous les descriptifs de ces priorités nationales sont disponibles évidemment dans les textes de la APG. Il y a des évolutions en revanche de certains périmètres. À titre d'exemple, le périmètre sciences humaines et sociales qui concernait que des axes qui relevaient des SHS, maintenant sont aussi sur d'autres axes. On augmente le périmètre parce qu'on veut travailler évidemment sur les sciences humaines et sociales. Ça reste important de bien représenter les sciences humaines et sociales à l'ANR, mais aussi de favoriser le développement et l'apport des sciences humaines et sociales aux interfaces avec d'autres disciplines. Une autre priorité nationale qui a évolué, c'est celle sur les troubles du neurodéveloppement. L'année dernière et les années passées, c'était vraiment centré sur l'autisme, et là, on a vraiment ouvert à tous les troubles du neurodéveloppement. Et enfin, une nouveauté 2026, c'est qu'on introduit une nouvelle priorité nationale qui est autour de la santé mentale. Alors maintenant, les instruments de financement. Je te propose peut-être de passer aux questions avant de passer aux instruments, parce qu'il y a des Alors, questions. s'il y a des questions, je prends. Tu as mentionné du coup que dans le cadre de la APG, on était sur de la recherche de curiosité. À quel point cette recherche peut être exploratoire? Autant qu'on veut. Vraiment, là, c'est open bar. Le but réellement, c'est d'être avec un positionnement complètement ouvert et qui comprend bien évidemment la recherche exploratoire. Donc, s'il y a vraiment des nouvelles questions de recherche, et c'est la philosophie derrière cet appel à projet générique, c'est d'aller en particulier vers des nouvelles questions de recherche. Pouvez-vous indiquer où trouver les définitions de la recherche interdisciplinaire, transdisciplinaire, transverse, pour comprendre quels mots utiliser dans le dépôt? Est-ce que tu sais faire? Il y a une littérature qui est quand même assez abondante sur ces notions qui sont effectivement... la littérature n'offre pas un consensus parfait, mais enfin, on peut vous conseiller, oui, d'aller regarder cette littérature qui est aisément accessible. Peut-être un point à mentionner, s'il n'y a pas de critères d'évaluation liés au caractère transdisciplinaire ou interdisciplinaire des propositions. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous cite pas un référentiel sur cette terminologie, tout simplement parce que ça ne fait pas partie des critères d'évaluation. Si mon projet concerne une ou plusieurs priorités nationales, comment dois-je l'indiquer? Est-ce simplement évalué par les comités scientifiques? Oui, ce sont les comités. En fait, derrière chaque priorité nationale, en fait, il y a des axes qui sont identifiés comme pouvant bénéficier de cette priorité nationale. Et en fait, les projets qui relèvent de ces priorités nationales sont en particulier tagués, identifiés par les comités d'évaluation scientifique, qui s'assurent toujours, qui gardent en tête, qui bénéficient de priorités nationales et qui donc ils pourront avoir des compléments potentiellement de financement s'ils ont des projets en liste complémentaire qui pourraient en bénéficier. Pas d'autres questions sur ce sujet. Très bien. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer aux instruments de financement. Avec, vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est de la continuité, c'est-à-dire ce sont déjà des instruments de financement qui existaient et qui sont maintenus. Les instruments de financement pour les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, donc les JCJC, les projets mono-équipe, les projets de recherche collaboratifs, les projets collaboratifs avec les entreprises ou à l'international. Il y a 2 nouveaux dispositifs qu'on va pouvoir aussi vous présenter, qui sont les jetons MRSEI sur les projets de recherche collaborative à l'international et les percées JCJC que je vais détailler dans les slides suivantes. Alors, les projets JCJC, les objectifs, c'est quoi? C'est favoriser la prise de responsabilité, encourager les approches novatrices et originales vraiment pour les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses. Ça veut dire quoi en termes de critères d'éligibilité? Ça veut dire que les candidats et les candidates doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans et avoir au maximum 5 ans après la prise de fonction au sein de leur organisme de recherche ou de leur établissement de recherche. Donc, c'est vraiment un instrument qui est ouvert uniquement aux titulaires d'un CDI ou aux titulaires d'un CDD, mais qui va couvrir déjà la durée totale du projet. Donc, c'est un financement qui va financer justement l'équipe de la jeune chercheuse ou du jeune chercheur, avec évidemment, du coup, le corollaire de ça, c'est un seul bénéficiaire.
On y reviendra dans les mesures de simplification et en détail avec Émilie cet après-midi, c'est que du point de vue du mode de financement, le mode de financement va passer sur un mode forfaitaire à partir de 2026 et on verra les conséquences que ça. C'est vraiment le but, c'est de simplifier ce financement JCJC. Le financement au titre du JCJC, c'est important, il peut être obtenu qu'une seule fois au cours de la carrière, et ça, ça existait déjà, donc depuis l'édition 2022. La nouveauté 2026, c'est que maintenant, si vous êtes lauréat d'un projet JCJC et que vous obtenez une bourse de l'ERC, premièrement, félicitations. Deuxièmement, le projet JCJC pourra être maintenu. Il sera même maintenu. De toutes les façons, ce qu'on considère, c'est que l'ERC est vigilante sur le fait qu'il n'y a pas de duplication dans les financements d'un même projet de recherche. Donc, ce qu'on vous permettra de faire, et ça va aussi avec le passage à une aide forfaitaire, c'est de dire, si vous avez une JCJC et une ERC, ce que vous devrez faire, c'est juste vous assurer que les deux ne financent pas les mêmes travaux. Et donc, vous pourrez avoir la flexibilité de réorienter votre projet JCJC pour qu'il ne se recouvre pas avec l'ERC, mais l'aide financière fournie par l'ANR sur JCJC sera maintenue. Les projets de recherche mono-équipe, PRME, donc là, le but, c'est de soutenir des projets de recherche ambitieux, au caractère novateur remarquable, qui est porté par là ou le responsable d'une équipe qui est constituée. Donc, c'est vraiment un projet de recherche qui est mono-équipe, et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire. Je vais rapidement sur les slides parce qu'il y a assez peu, vous voyez, d'évolution. Le but, c'est de parcourir rapidement les instruments. Évidemment, on vous laissera toutes les diapositives. Le webinaire aussi sera en replay. C'est un peu, en fait, ce webinaire, une façon d'introduire les différents instruments de financement et de faire la porte d'entrée vers les documents de référence et dans les documents de référence qui sont sur le site web de l'ANR que vous aurez vraiment tout le détail de ces différents instruments. PRME, quelle nouveauté? C'est pareil, c'est comme JCJC. À partir du moment où on a un seul partenaire académique bénéficiaire, on arrive à le passer sur un mode d'aide forfaitaire. Et donc, à partir de 2026, les PRME seront sur une aide forfaitaire. Donc, ça concerne évidemment tous les laboratoires d'organismes ou établissements de recherche et de diffusion des connaissances qui sont éligibles au financement de l'ANR. Les PRC, vous les connaissez bien, le plus souvent les PRC, parce que les projets de recherche collaborative, c'est, j'allais dire, le gros des projets qui sont financés. Ça me permet de souligner que nous n'avons pas de budget qui soit réservé spécifiquement au JCJC, au PRME ou au PRC ou au PRCE. En fait, ça dépend vraiment des propositions que vous donnez. Ce sont les meilleures propositions de recherche, celles qui sont jugées sur la base des critères d'évaluation sur lesquels on reviendra plus tard, les plus excellentes, qui sont sélectionnées par les comités d'évaluation scientifique. Donc les PRC, pas d'évolution, c'est toujours un positionnement destiné à favoriser l'excellence scientifique, le développement de concepts novateurs. Le but, c'est d'avoir une vraie collaboration avec une mise en commun des compétences, de faciliter l'interdisciplinarité. Ça, c'est vraiment selon la thématique abordée, si la question de recherche s'y prête et pourra justement bénéficier de cette interdisciplinarité. Donc c'est important, ça comprend vraiment toutes les formes de collaboration de recherche, autres celles qui sont concernées par les instruments PRCE et PRCI que je vais détailler juste après. PRCE, donc on est sur des projets de recherche collaborative avec le monde socio-économique, donc avec les entreprises. Donc les objectifs, c'est vraiment de développer des nouveaux axes de recherche pour les laboratoires d'organismes ou d'établissements de recherche et de diffusion des connaissances qui sont éligibles au financement de l'ANR, donc on va dire un partenaire académique, en lien avec un partenaire qui est issu du secteur privé français. Ce qui est très spécifique dans les PRCE, c'est que c'est le seul financement où l'ANR finance les deux types de partenaires, à la fois le partenaire académique ou les partenaires académiques s'il y en a plusieurs, mais aussi le partenaire privé ou les partenaires privés s'il y en a plusieurs. Donc les attentes, c'est vraiment d'avoir un partenariat public-privé. Nouveauté 2026, pour PRCE. Et du coup, vous avez bien fait d'assister à ce webinaire, comme ça, vous l'avez bien en tête. Ce qu'on essaye de faire pour les PRCE, c'est d'essayer de raccourcir vraiment le temps entre le dépôt et la contractualisation, vraiment tout le temps d'instruction, d'évaluation et de sélection et de contractualisation de ces projets. Pourquoi? Parce qu'un retour qui nous a été fait, a été de dire, finalement, de l'avoir positionné PRCE dans l'AAPG, avec une évaluation en 2 étapes, qui peut prendre presque plus de 9 mois entre le dépôt en étape 1 et le résultat de la sélection à l'été. Et en fait, parfois, ce n'est pas assez réactif, c'est trop long pour les entreprises qui ont du mal à s'engager et qui aimeraient avoir du coup une réponse beaucoup plus rapide.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en fait d'accélérer ce temps d'instruction pour les PRCE pour essayer d'enclencher cette dynamique le plus vite possible. Ce qu'on peut faire dès cette année, du coup, ce qu'on a mis en place, c'est de dire le dépôt du projet complet PRCE ne se fera que en étape 2, c'est-à-dire au printemps 2026. Comme ça, on aura un délai très raccourci entre le dépôt de la proposition et la sélection et la contractualisation de moins de 6 mois. Pour des raisons purement techniques sur nos outils de système d'information, on est obligé de maintenir cette année un enregistrement en étape 1. Donc, c'est un simple enregistrement pour déclarer que vous allez déposer un projet PRCE et donc d'identifier quelle sera le ou la coordinatrice. Donc, la seule vraie contrainte, c'est d'identifier dès cet automne le ou la coordinatrice du projet PRCE que vous voulez déposer. Les PRCI. Les PRCI, c'est quoi? Ce sont les projets de recherche collaborative à l'international. Donc, le principe, c'est vraiment d'exploiter des accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères pour promouvoir une recherche internationale du meilleur niveau scientifique, toujours, avec une facilitation de ces collaborations entre des équipes qui viennent de différents pays. Donc, chaque agence de financement finance les équipes de son pays. Donc, les équipes françaises sont financées par l'ANR et les équipes étrangères sont financées par l'agence de financement associée. Donc, typiquement, si je prends le cas de l'Allemagne, l'ANR finance les équipes françaises, la DFG va financer les équipes allemandes. Donc, dans l'encadré de droite que vous voyez en rouge, qu'est-ce qu'on aura comme collaboration? Avec quel pays on aura des collaborations cette année? Tout d'abord, le Brésil, le Luxembourg, le Québec, enfin l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les États-Unis, Hong Kong et Taïwan. Et vous voyez tout ça avec un code couleur qui varie selon les pays. Alors, pourquoi un code couleur qui varie? Tout simplement parce que les modalités d'évaluation sont différentes d'un pays à l'autre. Ça dépend des accords qui ont été réalisés entre l'ANR et son partenaire. Quand on est dans un format de lead agency, le format de lead agency consiste à dire, en fait, une agence va prendre le lead, va piloter finalement l'évaluation, et l'autre agence en fait fait totalement confiance au processus d'évaluation de l'agence partenaire, et du coup va suivre l'évaluation et la sélection qui aura été réalisée par l'agence partenaire. Donc les pays qui sont en rouge sont les pays qui sont en lead ANR, ça veut dire que c'est vraiment l'ANR cette année qui va évaluer les propositions de recherche. Les pays qui sont en bleu, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les États-Unis, ça veut dire que cette année, en particulier pour ces pays, on est sur un lead alterné. Cette année, 2026, c'est l'agence partenaire qui va évaluer les propositions de recherche. Et enfin, en vert, Hong Kong et Taïwan, là on est sur des partenariats où chaque agence de financement conduit son évaluation et sa sélection. Et ensuite, pour la sélection finale, on confronte les résultats, on a un COPIL, un comité de pilotage partagé avec nos agences partenaires pour conduire à la sélection finale. Oui. Là encore, on vous renvoie vers les documents de référence qui vont être mis à disposition sur le site de l'ANR. Il faut bien aller lire chacune des annexes qui seront publiées par rapport à ces différents accords bilatéraux. Il peut y avoir des modifications encore qui peuvent être introduites d'ici l'ouverture du site de dépôt. Donc, surtout, bien aller lire ces annexes qui sont différentes d'une année sur l'autre parce que chaque accord est renégocié chaque année par rapport aux thématiques, notamment. Il peut y avoir des ouvertures PRCI sur des thématiques bien particulières. Donc, c'est important de lire ces documents. Tu as tout à fait raison, parce que d'un pays à l'autre, je mentionnais que sur l'appel après générique, tout ce que j'ai présenté sur les JCJC, les PRME, les PRC, les PRCE, c'est absolument pas thématisé quand on reste au niveau national. Néanmoins, sur les PRCI, avec certains pays, on a vraiment des appels qui sont thématisés. L'Allemagne n'est pas thématisée, mais si on prend les collaborations avec Hong Kong et Taïwan, par exemple, c'est thématisé, donc toutes les thématiques ne sont pas éligibles. Il faut vraiment aller regarder dans le détail. Les textes, les États-Unis aussi, c'est thématisé, donc il faut vraiment regarder dans le détail le texte de l'appel. On enchaîne sur... de poser des petites questions sur les instruments. Je suis IR, puis-je être porteuse d'un projet PRC? Oui, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que le maintien du projet JCJC en cas d'obtention de RC sera rétroactif sur les projets en cours, notamment sur l'édition 2025?
Ah, nous n'avons pas soldé cette question-là, C'est ça. stricto sensus. C'est une bonne question. Celle-ci n'est pas soldée. Tout ce que j'ai présenté, c'était sur 2026. On reviendra en début d'année, je crois que c'est On début re- ouais, tout à 2026 fait. à peu près que ça va se mettre en place et on pourra revenir vers eux. Je suis enseignant-chercheuse, stagiaire. Puis-je postuler au JCJC? Quand on est en cours stagiaire, oui, ça pose pas de difficulté, je pense. Non. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration avec d'autres chercheurs? Est-ce qu'on peut payer d'autres chercheurs dans d'autres établissements associés au projet? Oui, alors, ça dépend du projet, enfin de l'instrument que vous choisissez. Si vous êtes vraiment dans un projet de recherche et dans votre proposition de recherche, vous voyez qu'il y a besoin d'une collaboration, c'est-à-dire vraiment d'autres partenaires, par exemple académiques, et vous allez mettre en commun des compétences, des efforts, de l'expertise pour faire avancer le projet, vous êtes vraiment sur un mode collaboratif. Et donc là, la meilleure façon d'avancer, c'est de faire un projet que vous déposez sur l'instrument PRC. En revanche, vous pourriez aussi être dans une configuration où en fait c'est un projet d'équipe, d'une équipe qui existe déjà, par exemple une équipe dans une UMR. C'est vraiment centré, la question de recherche, le potentiel de recherche et l'effort de recherche, il est vraiment concentré sur un partenaire. Mais vous avez besoin, par exemple, en appui de la compétence d'un partenaire ou de l'accès à, je sais pas, par exemple, des méthodes de mesure. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous dire, c'est un projet de recherche mono-équipe, il n'y a qu'un seul bénéficiaire, c'est l'équipe qui est déjà constituée. Mais ça n'empêche pas d'avoir des partenaires du projet, mais qui ne seront pas bénéficiaires, qui sont dans un autre établissement. Les annexes PCI seront publiées quand? Prochainement, dans le courant de la semaine prochaine, en principe. C'est un petit peu au fil de l'eau, ça dépend des accords. Concernant les JCJC, hormis la justification de la date de soutenance, est-ce qu'il y aurait d'autres justificatifs qui pourraient être demandés? Typiquement, oui, si vous êtes en CDD, il faut quand même montrer que du coup, vous êtes sur un CDD dont le terme du contrat couvre bien toute la durée du projet. Donc ça, encore une fois, n'hésitez pas à voir le détail du texte de l'AAPG qui vous permet vraiment de détailler la totalité des situations personnelles qui peuvent se produire. Dans le guide de l'AAPG 2026, il n'a pas été encore publié, été donc publié. il y a une question sur ça, mais je crois que c'était l'ancien guide, donc attendons le nouveau guide. Qui va arriver incessamment. Quelles dépenses sont concernées dans l'aide forfaitaire? Est-ce que c'est un forfait par projet? Est-ce que c'est un forfait par type de dépense? Je réponds de façon très macroscopique et de toute façon on y revient un petit peu. C'est vraiment un forfait pour l'ensemble du projet et pas par type de dépense. Le but, c'est vraiment de simplifier au maximum. C'est ça. Et sur les JC, ça sera bien un forfait individuel à chaque projet, parce qu'on nous a posé la question. Oui. Sur les PRME et les JC, ça sera individuel à chaque projet en fonction de la proposition. Tout à fait. Et la sélection des comités. Le montant, évidemment, dépendra du projet, c'est-à-dire que en tant que déposant ou déposante, vous proposerez le budget qui est selon vous adapté au programme de recherche que vous proposez. Évidemment, le comité d'évaluation scientifique, c'est un des critères d'évaluation, regarde si ce budget il est bien proportionné par rapport à la proposition de recherche. Et une fois que ce budget est validé, c'est ce montant-là, global, qui sera le montant du forfait. Dans le cas des JCJC, les maîtres de conférences ont-ils les mêmes chances que les jeunes CR? Totalement. Je peux encourager à lire le document Femmes et hommes de sciences que nous publions chaque année et qui est révisé sur l'AAPG, donc depuis l'édition 2015. Et on voit bien aussi la répartition par statut des lauréats et lauréates sur les différents instruments de l'AAPG. Pour les PRME, précédemment, seuls les pays pouvaient être porteurs. Est-il possible pour un chercheur non payé de l'équipe de déposer un projet? Ah oui, d'accord. Alors, non. À l'heure actuelle, les PRME, si c'est dans la plupart en fait, des disciplines, l'écosystème fait que vous êtes organisé en équipe. Donc là, le but, c'est vraiment de prendre l'équipe telle qu'elle existe déjà à l'heure actuelle, et c'est le ou la responsable qui doit être le coordinateur ou la coordinatrice du projet. On a bien conscience que, en fait, il y a deux biais par rapport à ça. Le premier biais, c'est que souvent,
dans ces postes de responsabilité hiérarchique sur l'animation d'équipe, il peut y avoir une sous-représentation des femmes. Donc, on a vraiment, et on va continuer, on va vraiment accélérer cette instruction cette année, de voir si pour l'année prochaine, donc le plan d'action 2027, on ne change pas en fait ce statut. On aimerait qu'il y ait un meilleur équilibre, une meilleure représentation hommes-femmes dans la coordination des projets PRME. Ça, c'était le premier biais dont on a bien conscience. Le deuxième biais, c'est qu'en fait, dans certains champs disciplinaires, je pense en particulier au SHS, la notion d'équipe n'existe pas. Et dans ce cas-là, évidemment, on a quand même envie d'avoir des projets qui sont issus de la communauté SHS. Donc, c'est tout à fait OK de déposer un projet PRME avec une équipe ad hoc pour le projet. Et pareil, un projet qui associe des membres appartenant à plusieurs UMR, sont-ils considérés comme mono-équipe ou comme collaboratifs? Alors, en fait, la meilleure définition du PRME, qui est un peu prosaïque, c'est de dire c'est monobénéficiaire. Si vous êtes dans la même UMR, vous êtes monobénéficiaire si vous expliquez réellement pourquoi c'est un projet qui met de la cohérence au sein de l'UMR, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que la société, dans le cadre d'un PRCE, doit être française? Oui, tout à fait. De toutes les façons, l'ANR ne peut financer que des bénéficiaires français. Et le partenaire privé peut-il être un auto-entrepreneur ou une toute petite PME? Bonne question. En toute logique, il faut que ce soit une entreprise qui ait quand même un service R&D. Oui. Qui puisse conduire de la recherche et faire du développement, et apporter une complémentarité vraiment importante au projet. Et ça, c'est quelque chose qui va être regardé par les comités d'évaluation. Est-ce que cette entreprise va participer de manière très impliquée dans le projet de recherche et quels vont être ces livrables, ces tâches? Ça, c'est quelque chose qui fait partie des critères d'évaluation. Donc, un auto-entrepreneur, je dirais non, ça c'est sûr. PME, oui, mais avec une volonté de conduire des travaux de recherche et de développement pour faire un transfert de techno, par exemple. Voilà. Mais il faut une implication très forte. Ouais. Et puis en plus, il y a une analyse financière qui est faite des entreprises, donc il faut que l'entreprise puisse avoir une certaine stabilité financière pour tenir toute la durée du projet. Donc c'est des choses effectivement qui sont regardées. Mais du coup, ça permet de préciser plusieurs choses là sur cette question. Elle est intéressante cette question parce que en fait, il y a plusieurs instruments de financement qui permettent de soutenir cette recherche partenariale avec un partenaire public, un partenaire privé. C'est l'occasion aussi de mentionner que dans un PRC, une entreprise peut être impliquée, mais sans être bénéficiaire, c'est-à-dire peut participer au programme de recherche, par exemple fournir des données qui peuvent être intéressantes au programme de recherche. C'est juste que l'entreprise n'est pas éligible au financement, mais elle peut être partenaire finalement du projet. Et puis dans la deuxième partie, dans un autre chapitre de la présentation, je reviendrai assez brièvement, mais quand même je referai l'état en fait des différents dispositifs qui sont à votre disposition pour imaginer différents projets de recherche collaboratifs avec les entreprises, avec différentes modalités qui permettent en principe d'adresser pas mal de situations. Au niveau de le préenregistrement du PRCE, est-ce qu'ils doivent indiquer un budget estimé? Non. Il faudra, en fait, l'information dont on a besoin, c'est le nombre de projets qui vont être déposés et dans quel axe, parce que derrière, en fait, ça va dimensionner le comité d'évaluation qui sera associé à cet axe-là. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cette information. Et à ce stade, devrait être indiqué quel est le coordinateur ou la coordinatrice. Donc, en fait, c'est peut-être ça l'information la plus dimensionnante, finalement, la plus engageante, parce que derrière, on ne peut pas changer jusqu'à la fin du processus de sélection le nom du coordinateur ou de la coordinatrice. Et l'entreprise doit-elle être déjà identifiée? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Hein. L'objectif, c'était de pouvoir commencer à identifier l'entreprise qui peut apporter une contribution importante sur le projet et de raccourcir ces temps. Donc, non, il n'y a pas besoin d'avoir identifié encore l'entreprise. Pour les PRCI, il était indiqué Québec. On parle bien du Québec ou est-ce qu'on peut élargir au Canada? On parle du Québec. Il n'y a pas d'erreur. Dans le cadre d'un PRCE, est-ce que l'entreprise peut être coordinatrice du projet? Oui. Oui, pas de problème.
Dans le cadre d'un PRC, un partenariat avec une entreprise non bénéficiaire ANR sur fonds propres Ouais. est-il possible ou est-ce qu'on doit utiliser l'instrument PRCE? Non, du coup, ça c'est ce que je mentionnais. On peut très bien avoir une entreprise dans le PRC, c'est juste qu'elle n'est pas bénéficiaire. C'est pas obligatoire de passer par le PRCE. L'avantage, enfin, dans le PRCE, c'est l'entreprise est bénéficiaire. Évidemment, la contrepartie, ça veut dire que l'entreprise est vraiment fortement impliquée, puisqu'on est sur de la collaboration avec l'entreprise, dans la réalisation des travaux de recherche. Dans le cadre d'un PRCI, le coordinateur doit-il être nécessairement être du pays de la lead agency? Ah, alors PRCI, très bonne question. Dans les PRCI, on aura du coup, et c'est le seul instrument où on a 2 coordinateurs, sinon il n'y a pas de co-coordination. Il n'y a que dans les PRCI où il y a besoin d'avoir un coordinateur ou une coordinatrice, évidemment, française, et un coordinateur ou une coordinatrice dans le pays étranger. Est-ce que ça veut dire que toujours dans le PRCI, que tous les pays autres qui n'ont pas été cités ne sont pas éligibles au PRCI? C'est exact. Et par contre, ils peuvent quand même faire des projets collaboratifs avec d'autres Alors, pays. Je pense qu'on tout peut à en fait. parler. Il y a d'autres instruments. On en parlera très brièvement. En fait, il n'y a pas que les PRCI pour faire des projets en collaboration avec des pays étrangers. On a aussi beaucoup d'appels multilatéraux. Je pense par exemple au Belmont Forum. Et donc, tous ces appels, on vous montrera, il y a un portail auquel participe l'ANR qui rassemble évidemment la totalité de ces appels à projets. C'est aussi sur le site web de l'ANR. Tu veux dire quelque chose? Oui, néanmoins, il est possible d'avoir un partenaire étranger sur un PRC, sur un PRCE, mais ce partenaire étranger devra être sur fonds propres. Mais c'est tout à fait possible dans tous les projets collaboratifs de l'appel à projet générique d'avoir un partenaire étranger, quel que soit le pays, à partir du moment où il est sur fonds propres. Oui, merci. Quels sont les montants maximums pour ces différents projets, tous ces instruments et les montants moyens observés? Ouais, alors, il n'y a pas de montant maximum. En fait, en ce qui concerne les budgets et les montants, la seule contrainte, j'allais dire, c'est que le comité d'évaluation scientifique, et c'est un critère d'évaluation, va regarder l'adéquation entre la proposition de recherche, le programme de recherche, et le budget proposé. Et il va confronter les deux pour s'assurer que c'est dimensionné au juste besoin. Et le cas échéant, pourra commenter sur la pertinence de cette adéquation, voire demander des ajustements budgétaires. Il y a des webinaires qui sont organisés par les différents départements scientifiques. Donc, vous pouvez aussi, sur la base de ces webinaires, vous verrez, ils communiquent les informations sur les budgets moyens. Après, attention, mon point de vigilance est le suivant, c'est qu'il y a des projets qui mettent en œuvre 2 partenaires. Il y en a d'autres qui sont sur 6 ou 7 partenaires. Évidemment, il y a des grosses différences dans les enveloppes budgétaires. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est demander quels sont les budgets moyens par partenaire. Ça peut vous donner une idée un peu plus précise dans votre champ disciplinaire, c'est pas la même chose que vous soyez en maths ou dans des sciences expérimentales. Quels sont les budgets moyens par partenaire qui sont pratiqués dans la communauté? C'est un bon guide à avoir. Je vous renvoie à ces webinaires. La bonne transition, combien de partenaires externes max peut-on avoir dans un JCJC, mais je pense aussi dans les autres instruments de financement? Donc, dans le partenaire, alors dans une JCJC, partenaire au sens de bénéficiaire, il n'y en a qu'un, c'est vraiment la tutelle gestionnaire du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse. PRME également. PRME, c'est exactement la même chose. Dans tous les autres, il n'y a pas de max. Mais attention, parce que plus vous avez de partenaires, plus la coordination est lourde. Et que ça peut, des fois, générer pas mal de tensions. Voilà, il faut vraiment bien avoir ça en tête. Mais effectivement, on a en moyenne 3 partenaires sur l'ensemble des projets collaboratifs. Il y a quelques projets qui peuvent avoir 14 partenaires. On en a en cours de financement. Mais soyez bien vigilants à disposer du temps nécessaire pour conduire cette coordination. Dans le cadre des PRC et PRCE, n'y a-t-il pas un risque d'avoir des préenregistrements qui finalement ne font pas l'objet de dépôt de projet en phase 2? C'est pas très grave, on gérera. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire porter ce poids-là. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les 2 temps d'évaluation des projets? Les porteurs de projets sont-ils notifiés après le premier temps d'évaluation? Ça va venir très vite. Est-ce qu'on passe à l'éligibilité? Oui, je pense que je vérifie, mais...
On est bon, je pense. On est bon? Alors, on va vous détailler, enfin, détailler non, on va vous brosser On va rapidement les critères d'éligibilité qui sont assez stables. Oui, c'est ça, oui. Comme effectivement, il n'y a vraiment aucune nouveauté par rapport à ces critères d'éligibilité. On va passer assez rapidement. Simplement, rappeler, ça a déjà été un petit peu évoqué par Thibaut. En cours de processus, attention, il n'est pas possible de changer de coordinateur ou de coordinatrice de projet. Il n'est pas possible non plus de changer d'instrument de financement. Il peut y avoir quelques petites tentatives de passer d'un PRCE à un PRC entre les deux étapes. Ça n'est pas possible, donc il faut bien réfléchir à ce choix d'instrument. Et de la même manière, vous ne pouvez pas non plus changer d'axe entre la première et la deuxième étape d'axe scientifique, j'entends. Ça a été dit, pour pouvoir être éligible en tant que coordinateur ou coordinatrice, il faut être titulaire d'un CDI ou d'un CDD qui couvre la totalité des projets. Et dans chaque consortia collaboratif, il faut qu'il y ait au moins un laboratoire d'organismes ou d'établissements de recherche éligibles au financement de l'ANR. Depuis plusieurs années, on a mis en place des limitations d'implication, c'est-à-dire que quand vous êtes lauréat ou lauréate d'un projet de la APG 2025, donc en tant que coordinateur ou coordinatrice, vous ne pouvez pas redéposer à la APG 2026 un projet en tant que coordinateur ou coordinatrice. Vous ne pouvez pas être impliqué comme coordinateur ou coordinatrice dans plusieurs projets d'une même édition, et vous pouvez être coordinateur, coordinatrice ou responsable scientifique d'un partenaire que dans 3 projets au total sur l'édition 2026. Et ça comprend également donc l'APG 2026 et le programme FRAL, donc le franco-allemand dédié au SHS. Enfin, là aussi, ça avait été introduit sur l'édition 2022. Un coordinateur ou une coordinatrice d'un projet JCJC ne peut, qui a obtenu un financement JCJC, ne peut pas redéposer un projet JCJC. On ne peut avoir qu'un seul financement JCJC dans sa carrière. Et quand on est lauréat d'un JCJC, on ne peut pas, tant que ce projet JCJC n'est pas terminé, on ne peut pas déposer un projet en tant que coordinateur ou coordinatrice de projet. En revanche, on peut être impliqué en tant que responsable scientifique ou impliqué tout simplement dans un autre projet. Attention toutefois à garder une disponibilité et une implication dans le projet JCJC qui est attendu à hauteur de 70 ou 80% de son temps de recherche. Voilà. C'est rare, mais ça arrive, on le mentionne. Si vous coordonnez un projet à l'ANR, informez bien tous les responsables scientifiques. Oui. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des responsables scientifiques qui se retrouvent inéligibles parce qu'en fait, ils ne savaient pas qu'ils avaient été ajoutés à une proposition de recherche en tant que responsable scientifique. Donc évidemment, c'est une bonne pratique, ça paraît logique, mais on le répète. Ça génère beaucoup de frustration derrière, de bien, quand vous constituez votre projet, votre équipe. L'étape 1 est assez légère et il faut que ça reste assez léger dans le dépôt, enfin dans l'élaboration et dans le dépôt de la proposition de recherche, mais de bien échanger avec l'ensemble des partenaires pour bien identifier quels sont les responsables scientifiques pour qu'ils aient en tête du coup ces contraintes d'éligibilité qui peuvent s'imposer. Oui, et puis effectivement, c'est tout simplement du respect. Alors, il y a quelques personnes qui le font pour donner un petit peu plus de valeur à leur projet de recherche. Ça crée derrière pas mal de conflits, ça génère du coup pas mal de travail pour essayer de régler ces conflits.
Donc, attention, effectivement, à être bien respectueux des collègues et de les prévenir de leur potentielle implication. Quelques mots sur le processus d'évaluation et de sélection. C'est important de savoir comment, effectivement, sont traités vos projets que vous déposez à l'ANR. Donc, sur l'APG, on est toujours sur la sélection basée sur un processus en 2 étapes. En première étape, à l'exception des PRCI et des PRCE, on demande une pré-proposition de 4 pages, bibliographie comprise. Et ces pré-propositions vont être évaluées par 2 membres de comité qui feront un pré-rapport avant la tenue des séances plénières des comités. Et chaque projet sera examiné en séance plénière dans le cadre d'une discussion collégiale et sur la base des pré-rapports qui auront été préparés par les 2 membres de comité en question, et le rapport du comité qui fait la synthèse de ces pré-rapports et de la discussion collégiale vous est envoyé, et soit vous disant que vous êtes invité en étape 2 ou qu'il faudra revoir un petit peu, améliorer le projet pour pouvoir passer en étape 2 l'année suivante si vous désirez redéposer. En étape 2, donc, il faut savoir qu'on a à peu près 45% des pré-propositions qui sont invitées à passer en étape 2. L'évaluation là se fait sur la base d'une proposition détaillée de 20 pages, bibliographie comprise également. Les 2 membres de comité font l'évaluation de cette proposition détaillée, et ils proposent à l'ANR des noms d'experts qui sont externes au comité d'évaluation pour conduire une expertise indépendante de votre projet. Expertise qui, lorsque nous les avons toutes reçues, sont transmises aux coordinateurs ou aux coordinatrices de projet, qui ont la possibilité d'exercer un droit de réponse pour signaler au comité qu'il y a des erreurs factuelles, une ou des erreurs factuelles dans une expertise, de manière à ce que les comités soient alertés, et la possibilité aussi de ne pas tenir compte d'une expertise au regard des différents problèmes qu'elle pourrait présenter. Alors, qui sont exactement ces évaluateurs et évaluatrices, et comment sont constitués, composés les comités d'évaluation scientifique? Donc, pour chaque comité de l'appel à projet générique, vous avez un bureau qui est lui-même constitué d'un ou d'une présidente de comité, et qui va être appuyé pendant tout le processus en fonction du nombre de propositions qui sont déposées dans le comité, enfin dans l'axe, et donc par conséquent dans le comité associé. En fonction du nombre, il y a jusqu'à 3 vice-présidents ou vice-présidentes pour seconder donc le président de comité. Et puis vous avez des membres de comité qui sont recrutés de sorte que leurs compétences couvrent l'ensemble des domaines et des disciplines qui sont concernés par les projets déposés dans l'axe scientifique. Et on fait vraiment attention, enfin en tout cas on attire l'attention des présidents de comité sur l'équilibre qu'il est bon de respecter en termes de genre. Alors on ne cherche pas de parité complète, parfaite de 50%, mais une parité relative, à savoir qu'elle soit le reflet des effectifs, des différents domaines scientifiques. Attention particulière qui est portée également à l'équilibre en termes de provenance géographique, d'affiliation dans les établissements et organismes, et de seniorité. Et ces comités, ces membres de comité avec ce bureau sont aidés par des chargés de projet scientifiques ANR qui assistent le président ou la présidente dans la gestion du comité,
qui est là aussi pour veiller au respect des procédures de l'ANR et qui ne participe aucunement à l'évaluation des projets. Pour renforcer la qualité et le respect des différentes règles et principes de nos processus, qui sont par ailleurs certifiés ISO 9001 sur l'appel d'un projet générique. Donc c'est quand même, la certification ISO 9001 est une norme de qualité internationale. Nous avons mis en place également l'observation des comités. Donc il y a plusieurs personnes. Moi, je fais partie de ces personnes, mais Thibaut aussi observer un comité sur l'édition 2025. On est là pour s'assurer que les règles et les principes sont bien respectés et puis identifier potentiellement des biais qui pourraient s'immiscer par une mauvaise rédaction, par exemple, d'un critère d'évaluation qui pourrait laisser libre, en tout cas, interprétations différentes ou multiples. Donc, on est vraiment très soucieux. Le souci premier est l'équité de traitement, hein, que chaque projet puisse être traité de manière équitable et sur la base des mêmes critères. Alors, comment est-ce qu'on recrute ces différentes personnalités? Les présidents et présidentes de comités sont recrutés par appel à candidature. Un petit mot juste pour dire qu'il y a encore des appels qui sont ouverts pour les comités de l'APG 2026. Hein. On est toujours en recherche de présidents et présidentes pour certains comités. Ils sont mandatés pour 1 an, donc ils ont un contrat d'1 an qui est renouvelable 2 fois. Et les membres de comité sont proposés par le président ou la présidente de comité que l'ANR nomme après avoir vérifié tout lien d'intérêt qui pourrait constituer conflit d'intérêt dans le cadre de l'évaluation scientifique. Et ces membres de comité, pour l'étape 2, je l'ai déjà évoqué, vont proposer des experts externes au comité et l'ANR va solliciter ces experts en ayant vérifié au préalable qu'il n'y a pas de lien d'intérêt pouvant constituer conflit d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment important, la recherche de liens d'intérêt, que c'est un travail que fait l'ANR, même si tout expert et tout membre de comité s'engage à déclarer tout lien d'intérêt qui pourrait constituer, et ça tout au fil de l'eau, tout au long du processus, il est possible de déclarer un lien d'intérêt. Les critères d'évaluation, rapidement, parce qu'ils n'ont pas changé, ils sont adaptés en nombre par rapport au document qui est demandé. En première étape, c'est un 4 pages, je l'ai dit, donc 2 critères d'évaluation. Et sur le 20 pages, on ajoute un 3e critère pour l'étape 2. Et puis, il y a des sous-critères qui sont bien expliqués aux 2 étapes sur le template qu'on met à disposition. Et ces sous-critères constituent autant un guide pour le déposant que pour l'évaluateur. Le critère principal qui est lié à la qualité et à l'ambition scientifique. Thibaut l'a dit à plusieurs reprises, ce qui est important, c'est de montrer le caractère novateur de la recherche qui est proposée, sa grande qualité, et qui s'exprime aussi par la clarté des objectifs et des hypothèses de recherche. Attention à ce que le projet soit vraiment bien rédigé, parce que quand on fait l'observation des comités, on entend assez souvent, étonnamment, que c'est pas rédigé de manière très claire, et donc ça joue vraiment en défaveur de votre projet. Il faut avoir obtenu une note maximum. Je prenne. Ouais. Donc là, il faut avoir une note maximum de A sur ce critère qui est vraiment fondamental. Et le 2e critère, il va vraiment dépendre de l'organisation et de la réalisation du projet. Vous voyez, avec, en fonction de l'instrument, quelques petites variations qui peuvent apparaître.
Étape 2, on va rester évidemment sur un critère de qualité et d'ambition scientifique. Je vais te passer la main pour qu'on discute dès que tu as repris la parole sur la dimension et la prise en compte de cette dimension sexe ou genre dans le projet de recherche. Mais juste pour vous souligner, il reste un critère d'organisation et de réalisation du projet, donc en particulier l'adéquation budgétaire avec le programme scientifique, c'est sous ce critère que c'est considéré. Et un troisième critère qui est sur l'impact et les retombées du projet, donc vraiment documenter l'impact scientifique qui est visé, et puis s'il y a d'autres impacts potentiels dans d'autres domaines autres, typiquement économiques, sociaux, culturels, c'est l'endroit où les indiquer. Peut-être parce qu'il y a déjà eu une question, puis c'est une question qui revient assez souvent, ce critère d'évaluation de la prise en compte de la dimension sexe et au genre. Comment est-ce que cette question doit être abordée, Laurence ? Oui, il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ce sous-critère et surtout ce qu'on entend par la dimension sexe et ou genre d'un projet de recherche. Beaucoup pensent encore que c'est relatif à la présence d'hommes et de femmes dans les consortia, dans les équipes constituées pour conduire un projet de recherche. C'est pas du tout à cela que ça fait référence. Ce que l'on attend ici, c'est vraiment de se poser que les chercheurs et les chercheuses se posent la question, est-ce que la recherche que je propose de conduire ne part pas d'un postulat un peu biaisé, parce que on a tous des a priori, on a tous des avis sur les choses, et ce sont des représentations qui sont parfaitement construites d'un point de vue culturel et dans le cadre de la socialisation que nous recevons. Donc il est important de prendre ce petit temps de recul et se dire ah, mais est-ce que j'ai pas un petit filtre devant les yeux pour dans la manière dont j'approche mon objet de recherche. Et est-ce que alors un petit exemple peut-être pour ça assez parlant, des éthologues se sont il y a 3 décennies seulement, une petite équipe constituée de chercheurs et chercheuses s'est dit mais c'est quand même étonnant que il est considéré que chez les oiseaux, seuls les mâles produisent un chant. Et ils se sont posé cette question, est-ce que c'était pas une représentation qui venait guider cette approche scientifique qu'avaient eu les éthologues avant eux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils se sont mis à écouter les oiseaux d'une manière différente, et ils se sont rendus compte que les femelles aussi produisaient un chant, que ce chant était structuré de manière différente et qu'il intervenait à des moments aussi différents de la vie diurne et nocturne. Donc ça, c'est un exemple sur les a priori, les représentations qu'on peut avoir et qui peuvent constituer des biais sur la manière dont on va approcher notre objet de recherche. Deuxième cas de figure, c'est vraiment anticiper aussi les conséquences que peuvent avoir l'application des résultats de recherche que je vais obtenir. Un domaine où c'est vraiment très aisément compréhensible, la biologie santé. On mène des travaux de recherche pour l'élaboration d'un médicament qui va être destiné à la population générale. Si on ne fait que des essais cliniques sur des populations mâles, et c'est généralement beaucoup plus dans ce cas de figure, les animaleries qui sont utilisées sont majoritairement des animaleries mâles. Le médicament est élaboré, il est mis sur le marché et il y a des effets secondaires que l'on découvre dans la population féminine et ça peut avoir des conséquences sanitaires absolument dramatiques. Un coût financier, bien évidemment. Donc, le médicament doit être retiré, etc. Donc, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir, prendre un peu de distance par rapport à l'approche scientifique et aux représentations qui peuvent être liées, prendre cette distance
faire ce travail de distanciation dont parle Émile Durkheim, notre fondateur en sociologie, et puis anticiper aussi, réfléchir à quelles pourraient être les conséquences de l'application de mes résultats de recherche. Après, on peut mentionner que pour des tas de projets de recherche, la question ne se pose pas. Il ne faut absolument pas surjouer le critère. Si vous voulez développer des nouveaux matériaux semi-conducteurs pour potentiellement des applications dans des panneaux photovoltaïques, la question ne se posera pas. Et le comité ne vous en voudra pas, absolument. Il se doute bien que cette dimension n'a pas d'impact directement sur les projets de recherche, mais ça invite quand même à une réflexivité sur se dire, attention, est-ce que derrière, dans l'utilisation de mes projets de recherche, de mes résultats de recherche, il ne pourrait pas y avoir un biais et l'anticiper suffisamment tôt pour éviter qu'il y ait un biais qui se propage. Et ça peut encourager aussi à la pluridisciplinarité ou interdisciplinarité, parce que des travaux qui sont conduits sur de la résistance de matériaux pour pouvoir amener des équipements dans des endroits pour pallier aux difficultés de l'acheminement de l'eau, par exemple, en Afrique, pas que subsaharienne d'ailleurs, mais aussi dans l'Afrique du Nord. Et on a plein d'exemples. En agronomie, où toutes les recherches qui portent sur l'alimentation et les développements agricoles, c'est pareil, il est important de penser ces questions-là, même si a priori on travaille sur de la génétique pour les différentes variétés de tubercules, par exemple. Ça peut être intéressant de savoir mais qui utilise ces tubercules, qui les cuisine, qui les mange, et toute la chaîne alimentaire, on se rend compte que les hommes et les femmes et les enfants aussi n'interviennent pas au même moment de la chaîne alimentaire, et que du coup, si on ne les prend pas en considération et ces différences d'intervention, eh bien, ça peut conduire aussi à développer ou accentuer des problèmes alimentaires, de sous-alimentation de certaines catégories de personnes. Donc on espère que ça vous est clair. Le but, c'est pas de prendre en compte cette dimension dans la constitution des équipes de recherche, mais vraiment les implications sur les projets de recherche. On passe très rapidement sur les points d'attention, du coup pour résumer. L'information principale sur la slide, elle est en bas. La clôture pour l'étape 1 à APG, ce sera le 14 octobre. Donc les points d'attention, c'est évidemment de bien choisir le coordinateur ou la coordinatrice, l'adéquation du projet de recherche avec l'axe, parce que derrière, c'est un comité d'évaluation qui va venir évaluer la proposition. Il faut que ce comité soit en mesure d'évaluer cette proposition, de bien choisir l'instrument, de bien faire attention aux engagements, les limites d'implication, les limites d'éligibilité. Voilà, donc c'est vraiment ça, ici, sur ces slides, on vous résume les points d'attention avant de déposer une pré-proposition à la APG. On vous rappelle et on vous laissera les slides, les contacts qui sont importants. Si vous avez des questions, on va essayer de prendre des questions, mais évidemment, il en restera certainement. Et puis, il y a beaucoup de situations individuelles qui peuvent être différentes, donc n'hésitez pas à utiliser ces contacts autour de l'appel à projet générique. Avant que je passe aux 2 derniers temps, donc on aura les autres appels et dispositifs du plan d'action 2026, et puis on gardera quelques mots quand même. Il faut qu'on ait un petit peu de temps pour la simplification. On peut prendre des questions. Puis-je redéposer si mon projet est sur liste complémentaire? Oui, et même on vous y encourage. Donc il y a des projets qui sont encore actuellement sur liste complémentaire. On a bien conscience que ce n'est pas une situation très confortable pour les déposants, pour les déposantes qui aimeraient évidemment être financés le plus vite possible. Mais comme on peut être amené à piocher dans ces listes complémentaires, j'allais dire quasiment jusqu'au 31 décembre 2025, évidemment, ne vous privez pas de redéposer directement à la APG édition 2026, donc là au 14 octobre, parce que ce n'est pas du tout une garantie qu'on puisse financer, surtout dans la mouvance actuelle, de nouveaux projets d'ici la fin de l'année. Concernant les JCJC, comme le processus d'évaluation est sur presque 1 an, pourriez-vous, dans le délai de 10 ans pour un JCJC, préciser la date de soutenance limite? Elle est précisée sur la slide. Sur la slide, ouais, elle est précisée de mémoire, c'était en 2015 pour cette année. C'est précisé sur la slide, donc n'hésitez pas à reprendre la slide. Et ça sera de toute façon, c'est aussi dans le guide? Alors, c'est dans le texte de l'appel, c'est évidemment, comme c'est un critère d'éligibilité, je remonte, c'est précisé ici. Donc vous voyez, donc c'est docteur
ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans, donc après le 1er janvier 2015. Sauf dérogation, évidemment, oui, ça vaut le coup de Et le c'est la préciser. date de soutenance, hein, c'est pas le. C'est pas la date de délivrance du diplôme, Voilà, qui peut parfois prendre qui peut 6 être mois. décalé, oui. Dans un PRCI, peut-on avoir 2 partenaires français? Ou peut-on faire un projet avec 2 partenaires étrangers? Est-ce qu'il y a une limite de partenariat dans un PRCI? Non, il n'y a pas de limite. Je vais essayer de récupérer la main sur les slides pour passer. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques pour la CSTI? Est-ce qu'il y a des... Alors, J'y on y reviens, vient. j'y vais. Ouais, Ça sera dans les appels. je vais venir au slide. Pour une coordinatrice financée en 2025 en PRC, est-il possible de soumettre un PRCI avec l'Allemagne en lead agency en tant que coordinatrice côté français? En fait, est-ce que je peux être coordinatrice PRC et coordinatrice d'un PRCE évalué par une autre agence? PRCI plutôt. Ah non. Normalement, non. Non, hein. Non. Parce qu'on a bien dit PRCI, il y a Non, deux non. coordinations. Il y a une coordination française et une coordination étrangère, mais ça compte comme coordination française. Je vais peut-être mettre la slide sur les PRCI. Mais c'est pas spécifique, je crois. Non, pardon, c'est pas spécifié, Non, je l'ai dit à l'oral. Ouais. Donc, même chose hein, dans le cadre des PRC qui sont en attente de résultats, ils peuvent redéposer un projet, même en coordination cette année. JCJC, pouvez-vous préciser quel type de collaboration on peut mettre en place par rapport à d'autres typologies de projets dans lesquels il y aurait un vrai consortium? Oui, alors les JCJC, la philosophie, c'est vraiment de soutenir l'émergence d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse. Et du coup, c'est vraiment des instruments de financement monobénéficiaires. Donc, le but, c'est pas de financer de la collaboration. Si dans votre projet JCJC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre projet JCJC doit être vraiment centré autour de votre activité, votre stratégie de recherche, votre idée de recherche. Si dans ce projet, vous avez besoin d'une compétence en appui, j'allais dire, ou même d'accès à de l'expérimentation qui est dans une autre équipe, ça, c'est tout à fait possible de le faire. Il faut que le barycentre, évidemment, reste sur vous en tant que déposant ou en tant que déposante. Et du coup, vous serez le seul bénéficiaire ou la seule bénéficiaire. Le participant qui vient en appui ne pourra pas être bénéficiaire. Concernant la condition d'éligibilité, le coordinateur doit avoir un CDD qui couvre la durée du projet. Est-ce le cas aussi pour les chers professeurs juniors? Si ça couvre la durée du projet. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Oui. Après un rejet d'un projet JCJC en phase 2, est-il possible de redéposer dès l'appel suivant? Et si oui, faut-il reprendre à la phase 1? Oui. Oui, sauf si vous étiez sur une liste complémentaire, auquel cas vous pouvez activer l'effet mémoire, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez tout à fait activer l'effet mémoire. Si c'est le même projet, en fait, avec finalement la même question de recherche qui est posée, vous pouvez du coup passer directement en étape 2 en activant cet effet mémoire. Et du coup, montrer comment vous avez répondu, fait évoluer votre projet, répondu finalement aux rapports qui vous ont été fournis, et ça vous permet directement de passer en étape 2. Comment l'ANR gère les taux d'implication des chercheurs? Est-ce que l'ANR tient un tableau par chercheur pour s'assurer qu'il ne dépasse pas 100%? Prend-il en compte les autres projets hors ANR? L'éligibilité est réalisée effectivement, sur les limites d'implication, elle est réalisée par l'ANR, par le service de coordination de l'appel à projet générique. Ça prend un petit temps, mais on a la possibilité de vérifier qui est coordinateur ou coordinatrice de quel projet ou impliqué comme responsable scientifique de partenaire dans tous les projets qui sont en cours de financement. Donc, on a cette possibilité-là, en effet. Et en tout cas, on fait ce travail. Est-ce que l'ANR impose toujours de traduire le projet en anglais lorsque des experts non francophones ne sont pas trouvés? Enfin, oui. Lorsque des... Oui, tout à fait. Oui. Et les conseillers de soit déposer directement en anglais, justement pour offrir une meilleure évaluation des projets. Si vous déposez en français, il faut
quand même savoir qu'on peut vous demander dans un délai extrêmement court de produire une version anglaise. Donc, anticiper ça au mieux. Doit-on tenir compte du taux de précarité? Est-ce un critère de sélection? Pardon. Le taux de précarité. Il n'y a pas de critère de sélection au taux de précarité. Ça existait dans le passé, ça n'existe plus. Non. Il n'y a plus de critères de sélection ou de contraintes en fait sur le taux de précarité. Est-il possible de soumettre une préproposition en 2025 si la prise de poste en CDI débute au 1er janvier 2026? Donc, la personne n'est pas encore CDI, elle le sera qu'à partir du 1er janvier 2026. Oui. Parce que c'est à la contractualisation. Qu'il faut avoir le CDI. Oui. Il faudra indiquer néanmoins la tutelle, mais si ça passe en étape 2, ce sera possible de toute façon d'indiquer précisément. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, le but, la philosophie, c'est que au niveau du démarrage du projet, au niveau de la contractualisation, la personne soit en CDI, soit bénéficiaire d'un CDD qui couvre la durée du projet. Un JCJC, à partir de quand il peut être coordinateur d'un nouveau projet? Titulaire d'un JCJC? Un coordinateur d'un nouveau projet ANR, du coup, c'est à la fin de son JC. Je pense qu'on va peut-être avancer un petit peu. Et puis, on pourra reprendre d'autres questions tout à l'heure sur la fin si tu en vois qui vraiment ont une portée générale. OK ? Donc, on va brosser assez rapidement les autres appels et dispositifs du plan d'action 2026. Ce que je vais faire, c'est m'attarder évidemment plutôt sur les nouveautés et brosser rapidement ce qui est plutôt dans la continuité. Alors, slide suivante. Donc, les appels. On a des appels qui sont tournés vraiment vers l'Europe et vers l'international, avec l'ANR qui, évidemment, soutient la participation des chercheurs et des chercheuses français et françaises au projet européen. Donc, les MRSEI, ça, c'est un dispositif qui existe déjà pour l'aide au montage de projets européens en coordination française. SRSEI, qui est une autre déclinaison. Access ERC pour les SHS, Tremplin ERC, et un nouveau dispositif JCJC. Donc, je vais revenir évidemment sur ces nouveautés. Là, je vous brosse un petit peu ce qu'on a comme différents appels. Et l'autre dynamique, c'est le soutien aux collaborations bilatérales et multilatérales avec les appels bilatéraux et ce qu'on a déjà évoqué, les PRCI, mais aussi tout ce qui est participation française dans les partenariats, donc dans les partnerships d'Horizon Europe, dans les CSA, dans le Belmont Forum, etc. Je viens sur MRSEI et surtout une nouveauté qui est le jeton MRSEI. Donc, MRSEI, ce sont des projets, ce sont des aides forfaitaires, MRSEI, qui vont aider en fait des coordinateurs ou des coordinatrices, donc qui vont être des responsables scientifiques de partenaires d'un laboratoire français qui derrière vont monter une coordination sur un projet européen. Le jeton MRSEI, c'est une nouveauté, c'est quoi? L'objectif, ça va être de rajouter un financement de type top-up, c'est-à-dire vraiment un financement automatique pour des lauréats ou des lauréates d'un projet PRCI qui souhaitent répondre à un appel européen ou international. En fait, s'ils nous disent à la fin d'un projet PRCI, je m'engage à déposer un projet européen, on va leur dire, OK, on vous donne en fait un jeton, vous allez pouvoir activer dans les 24 prochains mois automatiquement un financement MRSEI. Dès que vous aurez identifié un projet, un appel européen sur lequel vous voulez candidater, si vous vous engagez effectivement à déposer un projet, vous pouvez déclencher automatiquement ce jeton MRSEI pour bénéficier de ce soutien forfaitaire. Deuxième nouveauté, c'est Percé JCJC. Percé JCJC, c'est quoi? L'objectif, ça va être d'accompagner vers un dépôt de projet à l'ERC les lauréats ou les lauréates de projets JCJC. Donc, typiquement, la modalité, c'est quoi? C'est vous êtes déjà coordinateur ou coordinatrice d'un projet JCJC. Sur la deuxième partie de votre projet JCJC, c'est-à-dire dans les 2 dernières années, voire dans l'année qui suit la clôture de votre projet JCJC, si vous vous engagez à déposer un projet à l'ERC, que ce soit en starting, en consolidateur, voire même en advance, mais ça va être
plus rare en termes de typologie de profil, eh ben, on pourra déclencher une aide forfaitaire de 75 kg € en coût direct, de manière à faire quoi? De manière en fait à avoir des résultats préliminaires ou des preuves de concept qui vous permettront vraiment de faciliter votre dépôt de projet à l'ERC. Et donc, vous pourrez très bien nous dire, je suis dans la deuxième moitié de mon projet JCJC, je vois que je vais avoir suffisamment d'idées, de résultats pour faire un dépôt de projet à l'ERC, mais j'ai besoin encore de résultats complémentaires. Et dans ce cas-là, on vous déclenchera cette aide forfaitaire que vous pourrez cumuler avec la JCJC, avec une seule condition, qui est la condition d'engagement, un livrable qui est l'attestation de dépôt à l'ERC. Du coup, je ne détaille pas tous les autres appels, pardon, je reviens juste en arrière sur ma slide. Ici, donc le détail de MRSEI, SRSEI, Access ERC, Tremplin ERC, tout ça, ça reste dans la continuité. Peut-être un focus sur la nouveauté en ce qui concerne Tremplin ERC. Tremplin ERC, donc ce sont des forfaits, donc on sera sur un mode forfaitaire. Le Tremplin ERC qui existe à l'heure actuelle déjà pour les starting et les consolidateurs, c'est de dire, si vous avez déposé un projet ERC, starting ou consolidator, que vous avez été invité à l'interview devant le comité et que vous avez été, à la suite de cette étape 2, noté A, mais que vous n'avez pas pu être financé parce qu'il n'y avait pas assez de financement à l'ERC, eh bien, automatiquement, on va vous donner un forfait à condition que vous redéposiez à l'ERC. Et donc ça, c'était un dispositif Tremplin ERC qui existait pour les starting, qui existait pour les consolidators et que maintenant, on va ouvrir pour les projets advanced. Ça permet aussi des bascules entre les différents financements. Donc la bascule starting vers consolidateur existait déjà. Si vous êtes consolidateur, que vous êtes allé à l'ERC, vous avez été noté A, mais vous n'avez pas été financé, si le redépôt vous force à basculer en advanced, vous pourrez bénéficier du tremplin ERC. Évidemment, si vous étiez en advanced, noté A, pas financé, que vous voulez redéposer, vous pouvez bénéficier à partir de 2026 du tremplin ERC. Les appels maintenant qui sont centrés sur le partenariat public-privé, vous voyez qu'il n'y a pas d'orange. Pas d'orange, ça veut dire qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Donc, de quels instruments de financement on parle? On parle des LabCom, donc le soutien à la création de laboratoires communs avec une PME, une TPE ou une start-up. Les chaires industrielles, donc là qui étaient les chaires industrielles d'assez gros projets dans lesquels vous avez un cofinancement à la fois de l'ANR et d'une entreprise, voire d'un consortium d'entreprises, donc les chaires industrielles sont évidemment renouvelées. Le programme Carnot, qui n'est pas centré sur des déposants et des déposantes en sens d'individus, mais plutôt des structures plus grandes, typiquement des tutelles ou des regroupements de laboratoires. Donc le programme Carnot fait l'objet d'un nouvel appel qui est planifié pour 2025 et qui devrait ouvrir dans les prochaines semaines. Et enfin, les programmes qui sont en collaboration avec l'Agence d'innovation de défense, donc l'AID, les programmes Astrid Maturation, Mathilde, voilà, sont évidemment renouvelés pour le plan d'action 2026. Il y a d'autres appels qui sont dédiés, les appels Challenge, les appels Flash. Donc typiquement, Flash, ça répond à un événement exceptionnel. Donc c'est vraiment quand il y a un besoin de connaissances en réponse à un événement exceptionnel. C'est ce qu'on a vécu avec la crise Covid 2019. Donc les appels qui ont suivi 2020-2021, en réponse aux problématiques de chlordécone dans les Outre-mer. Des appels qui vont être vraiment dédiés à des besoins de recherche et qu'on va ouvrir de façon ad hoc pour répondre à ces besoins. Challenge, on est vraiment plus positionné sur favoriser la levée de verrous scientifiques, mais aussi technologiques, autour d'un enjeu, souvent un enjeu industriel. Donc, typiquement, le dernier qu'on a ouvert, Mobilex, c'était autour de la mobilité. Donc, tous ces appels, en fait, on vous présentera, il y a un portail unique national dédié à l'ensemble des appels pour des projets de recherche. Et donc, il y a toujours une annonce qui est réalisée sur ce portail, en plus du site web de l'ANR, de façon à vous communiquer en fait tous les appels qui sont ouverts au fil de l'eau, en particulier ces appels qui sont là pour répondre à des besoins de recherche spécifiques. Et qui sont décidés par, la plupart du temps, par le président de la République. Voilà. Peut-être on peut faire un focus sur les appels dédiés à la science avec et pour la société, qu'on appelle appel SAPS.
Donc là, vraiment, le but, c'est de renforcer justement l'interaction entre la science et le discours, en fait, entre tous les acteurs du domaine de la recherche et la société. Donc, on a 2 appels qui sont prévus, qui vont couvrir les prochaines années. Donc, un qui devrait ouvrir d'ici la fin de l'année sur l'expertise scientifique en appui aux politiques publiques, et un deuxième qui est en cours d'élaboration et qui concernerait la lutte contre la désinformation. Donc là, les attendus, c'est vraiment de constituer des consortiums qui réunissent des chercheurs, des chercheuses, donc des équipes de recherche académiques et des acteurs de la société civile autour de projets de type recherche-action sur ces 2 thématiques. Et je termine avec les différents appels pour souligner qu'on a aussi des appels en collaboration avec des partenaires institutionnels, en particulier des régions de France métropolitaine ou encore d'outre-mer. Pour vous donner une idée, en 2025, on avait un appel, ICER, qui était vraiment centré sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes régionaux. Donc, c'était vraiment la dimension régionale qui était au cœur de ces projets de recherche et qui était portée par l'ANR en partenariat avec différentes régions, en particulier les régions Normandie et Pays de la Loire. Et Pays de la Loire. On prend quelques questions avant de passer aux mesures de simplification. On garde suffisamment de temps sur les mesures de simplification parce qu'il y a des nouveautés, même si on a un webinaire cet après-midi qui sera centré là-dessus. Je pense que ça va intéresser tout l'auditoire. Alors, beaucoup de questions sur Percé, JCJC et Jetons MRSEI, notamment Percé, JCJC, à partir de quand sera ouvert les financements et quelle est un peu la procédure. Alors, on est en train de régler, j'allais dire, tous les détails opérationnels. On vous a fait grosso modo le teasing sur la raison d'être de cet instrument. Qui, on l'espère, aura beaucoup de succès. Il devrait être ouvert, en tout cas, début 2026, donc il sera mis en place vraiment en 2026, et avec des modalités extrêmement simples. On n'a pas encore décidé, est-ce qu'on fait plusieurs appels dans l'année, est-ce qu'on fait un appel au fil de l'eau, avec des levées 3 fois par exemple dans l'année. Donc ça, c'est des modalités qui vont se mettre en place. En tout cas, on sera vraiment sur de l'éligibilité pure et simple. C'est-à-dire que le but, c'est de dire vous êtes déjà lauréat ou lauréate d'un projet JCJC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà passé sur un crible d'évaluation scientifique pour avoir votre projet JCJC. Donc, on ne repasse pas par un crible d'évaluation, on est vraiment sur un mécanisme de type top-up. Si vous vous engagez à déposer un projet à l'ERC, et là, il faut qu'on détermine quel est l'intervalle de temps, typiquement dans les 2 prochaines éditions ERC, eh ben, vous pouvez bénéficier automatiquement de ce financement complémentaire de 75 kg € en coût direct. Pareil pour le jeton MRSEI, y a-t-il un délai maximum pour le dépôt d'un projet européen? Ça, pareil, donc on est en train de discuter vraiment le détail très opérationnel. Là, on appelle ça un jeton. Jeton, pourquoi? Parce que pour rentrer dans MRSEI, il faut identifier l'appel européen auquel vous allez candidater. Donc, en fait, ce qu'on va demander aux lauréats PRCI, donc c'est des lauréats qui sont déjà en fait impliqués dans une recherche collaborative à l'échelle internationale, s'ils veulent derrière garder cette dynamique internationale, pas forcément du tout sur le thème du projet PRCI, ça peut être sur un autre thème, c'est complètement ouvert. Eh ben, ils devront juste nous dire j'envisage de déposer un projet à l'échelle européenne. Je ne sais pas encore quel est le bon appel, mais dans ce cas-là, ils nous disent juste je suis intéressé, on leur donnera ce jeton et ce jeton sera activable dès que l'appel est connu et que là vraiment ils veulent se mettre de façon opérationnelle en phase de construction de leur consortium. Et pareil, pour les Percé JCJC, est-ce qu'il faut que le projet ERC soit la continuité de leur projet JCJC ou pas? Non, c'est ça la suite? Pas nécessairement en fait. C'est un peu ça l'idée de Percé JCJC, c'est le fait de dire, déjà, tous les projets JCJC n'ont pas vocation à donner lieu à une ERC. C'est une possibilité et c'est une des raisons d'être des JCJC de pouvoir permettre l'émergence et du coup de renforcer des dossiers scientifiques, des CV en vue du dépôt de projet ERC, mais le but du JCJC, ce n'est pas systématiquement d'aller à l'ERC. Par contre, la JCJC doit permettre de prendre de l'autonomie scientifique, peut permettre de construire une candidature à l'ERC. Par contre, entre le dépôt de la JCJC et la réalisation de la JCJC, en fait, ce sont les aléas de la recherche. Peut-être vous allez affiner votre stratégie, peut-être vous allez vous apercevoir que, en fait, il y a des projets connexes qui sont beaucoup plus intéressants que ce que vous imaginiez à l'origine quand vous avez élaboré votre JCJC, qui ferait un bien meilleur projet ERC. En
fait, c'est pour prendre en compte ce repositionnement possible qu'on va mettre PER-CJCJC. Donc PER-CJCJC, vous l'utilisez comme vous voulez, on vous fait confiance. Ça va permettre justement d'avoir des résultats complémentaires, des résultats préliminaires qui seront bien positionnés en vue du dépôt ERC. Et il y a des ERC qui ouvrent dès janvier 2026. Est-ce que cette aide PER-CJCJC pourra être obtenue et demandée dans ce cadre-là pour des projets qui commenceront qu'en octobre 2026 ? Ouais, ça c'est vraiment du détail opérationnel. Là, typiquement, je pense aux consolidateurs. Donc les appels consolidateurs, ils vont être en début d'année 2026. Ça, il faudra qu'on regarde du point de vue opérationnel, mais on va le solder dans les prochaines semaines, ce genre de questions. Très sincèrement, je pense que la réponse sera oui, mais je ne m'engage pas encore à ce stade. Les JCJC classiques n'existeront plus. Les JCJC classiques, si, existent toujours, ne changent pas. Là, vraiment, c'est du complémentaire. C'est du top-up sur la JCJC. Et j'insiste sur le fait que le but de la JCJC, en tout cas la philosophie qu'on a à l'ANR, c'est pas de dire la JCJC doit mécaniquement aller à l'ERC. En fait, dans les parcours de carrière, on peut très bien imaginer des gens qui passent par l'ERC, d'autres qui sont beaucoup plus intéressés par des projets de recherche collaboratifs et voudront aller sur les PRCI ou les PRC, d'autres qui voudront aller vers des PRCE parce que dans leur trajectoire de recherche, ils voudront renforcer les liens avec le monde socio-économique, c'est totalement ouvert. Pas d'autres questions? Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vais te laisser la main, Émilie, comme ça, tu vas pouvoir nous parler des mesures de simplification. Tout à fait. Donc effectivement, dans le cadre des mesures de simplification, donc ça a fait l'objet au mois de juillet, fin juillet, d'annonces de notre part, de la part du ministère, de communiqués de presse sur ces 5 grands changements, 5 mesures de simplification qui ont donc pour objectif de pouvoir passer au forfait. Donc on en a déjà parlé, mais effectivement en tout il y aura 7 instruments de financement qui vont passer au forfait. C'est aussi dans un objectif d'alléger les contrôles de la dépense, de pouvoir accélérer les phases de contractualisation, d'avoir de nouveaux instruments sans évaluation supplémentaire, comme on vient d'en parler, et aussi d'améliorer un petit peu ces phases justement de dépôt de projet avec le dites-le-nous une fois. Donc, toutes ces mesures de simplification, c'est vraiment, ça s'inscrit dans notre plan d'action 2026, tout ce qui est lié au dépôt de projet, donc ça s'appliquera à compter de l'appel à projet 2026. Il y a des choses qu'on rendra rétroactives, mais les modalités ne sont pas encore tout à fait définies, donc ça, on en reparlera d'ici la fin de l'année. Et surtout, ce qui est suivi, c'est des modalités qui s'appliquent dès maintenant, dès ce mois de septembre, avec le lancement de ces webinaires et de toute cette communication que l'on fait. Et je vous invite très fortement à venir nous rejoindre cet après-midi, puisqu'on sera dans cette même configuration, dans un webinaire spécifique aux modalités de mise en place de ces mesures de simplification. Donc, première mesure de simplification, le passage au forfait. Je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on en a largement parlé dans cette présentation. Juste 2 grandes différences que vous ayez en tête, c'est des projets, des financements qui sont sur un forfait à montant unique. C'est-à-dire que l'ANR définit au préalable le montant de ce forfait pour tout ce qui est lié notamment à l'aide au dépôt des projets européens et aussi pour nos LabCom. En revanche, pour les jeunes chercheurs et les PRME, c'est des questions que j'ai vues de manière récurrente dans le chat. On sera bien sur un dépôt d'un budget dans le cadre du projet, du dépôt de projet, d'un montage de budget, et suite à décision et sélection du comité, le forfait sera acquis dans le cadre de la contractualisation. Et surtout, l'avantage finalement à tirer de ce forfait pour ces projets-là, c'est qu'il n'y aura pas de justificatif financier à transmettre à l'ANR en fin de projet. Vous avez acquis la somme totale. Et donc, voilà, une souplesse d'utilisation durant tout votre projet. En revanche, on va effectivement s'assurer de la bonne exécution scientifique du projet avec la mise en place d'un rapport final, donc pour la partie JCJC et PRME. Pour les montants forfaitaires uniques, il y aura des livrables aussi à nous transmettre, qui sont un récépissé de dépôt vers un projet européen et un rapport scientifique pour les labs.
Peut-être un point sur le rapport scientifique. On a beaucoup aussi de déposants, de déposantes dans l'auditoire. Ça ne veut pas dire que le fait d'alléger du point de vue du suivi des dépenses, ça se traduit par alourdir le rapport scientifique. Le rapport scientifique final, il est tout à fait analogue au rapport scientifique final que vous rendez déjà à la fin d'un projet ANR classique. Il n'y a pas de différence majeure de ce point de vue-là. On ne veut pas basculer la pression finalement de services d'administration et de gestion vers les laboratoires. C'est un rapport scientifique classique qui sera demandé. Alors, suivant. Ensuite, deuxième axe majeur, ça va être l'allègement des contrôles des dépenses pour l'ensemble des instruments. Aujourd'hui, lorsque vous aviez un projet ANR, en fin de projet, il était demandé un relevé de dépenses détaillé pour chaque financement. Et sur la base de ce relevé de dépenses, on versait un solde. À compter de ce mois de septembre, et pour tous les projets qui arrivent à échéance dès ce mois de septembre, on va demander une attestation sur l'honneur de l'utilisation des fonds ANR et du montant que vous avez utilisé, qui sera uniquement signé par l'ordonnateur et qui fera finalement office de livrable pour les dépôts, pour le versement du solde. On va quand même garder des contrôles, bien évidemment. Dans 10% des projets, on demandera un relevé de dépenses détaillé et on continuera notre travail sur les audits tels qu'il existe aujourd'hui sur 1% des projets. Donc, c'est quelque chose classique qui existe à l'ANR, les audits, et on continue notre politique d'audit. Donc, on allège vraiment les livrables sur les fins de projet avec un RJD très simplifié sous forme d'attestation. Alors, on va voir la question, c'est sûr. Donc, je vais la poser tout de suite. Tu la poses avant eux. Vu qu'il y aura des audits, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, ils devront garder des relevés de dépenses, mais qu'en fait, on ne les demandera pas systématiquement? C'est pas ça, il faut bien comprendre. Non, la différence. Dans tous les cas, les établissements ont une obligation de tracer les dépenses liées à un projet, ont l'obligation de garder les justificatifs un certain nombre d'années. Donc ça, c'est des obligations qu'ont déjà les établissements en interne, et c'est le cas. Il ne sera pas non plus nécessaire, et il ne faut surtout pas qu'il y ait de biais où les établissements font systématiquement un relevé de dépenses, mais ne l'envoient pas à l'ANR dans la prévision où, encore une fois, c'est que 10% des projets qui feront l'objet d'un relevé de dépenses. Vous serez prévenu suffisamment à l'avance, à peu près 6 mois à l'avance, sur le fait que vous devez transmettre un relevé de dépenses. Donc, ça vous laissera largement le temps pour le constituer au moment venu. Vous serez informé. Sur les audits, pas de changement. On audite jusqu'à 5 ans après la fin des projets. Et dans ce cas-là, vous recevez un courrier de notre part comme quoi vous faites l'objet d'un audit. Vous devez nous transmettre des pièces. Donc, le processus d'audit, mais j'en reviendrai après, reste assez identique à ce que l'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc, on passe vraiment d'une situation où vous faites quelque part, j'allais dire avant, il y avait une double vérification sur l'utilisation, sur les dépenses, à la fois au niveau des gestionnaires, parce qu'en fait, ils sont soumis aux règles de dépenses des financements publics. Et en plus, on demandait un relevé de dépenses. Donc, il y avait finalement, ça doublonnait. Là, ce qu'on fait, c'est que on se repose complètement sur les processus des services de gestion. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un vrai allègement dans la mesure où, évidemment, on ne demande plus ce relevé de dépenses détaillé, mais aussi les audits, ils vont être basés sur les informations qui, de toutes les façons, doivent déjà être gardées par les services de gestion. Et on ne demande rien de plus. Voilà. Troisième mesure de simplification, c'est lié à la contractualisation. Aujourd'hui, le processus de contractualisation est un processus quand même assez long, avec plusieurs étapes. La première étape était effectivement dans le cadre des comités, il pouvait y avoir des coupes budgétaires qui pouvaient se faire, être décidées par les comités. Ça nécessitait des allers-retours avec les porteurs de projets pour actualiser l'annexe financière. Une fois cette annexe financière validée par les porteurs, et dans tous les cas, même hors coût budgétaire, il y avait une validation des annexes financières par les établissements. Et ensuite, l'ANR procédait à la contractualisation.
C'est un processus, les projets APG, hein, c'est des projets qui sont sélectionnés en juillet. Dans ma direction, on contractualise, hein, pour vous donner une idée, jusqu'en avril de l'année N+1. Donc, c'est un processus qui peut être très long, même si 95% des conventions se fait généralement jusqu'en fin d'année. C'est quand même un processus qui peut être assez long, assez lourd dans certains cas. L'objectif, c'était vraiment pour nous de trouver des solutions pour pouvoir réduire au maximum ces délais de contractualisation et permettre en fait aux équipes de recherche à avoir leur acte attributif, à recevoir leurs fonds dès le mois de septembre ou dès la rentrée, pour être en ordre de marche pour les projets et pas se retrouver dans une situation où je ne peux pas démarrer le projet parce que je n'ai pas reçu mes fonds, je n'ai pas eu mon acte attributif. Donc, concernant la partie coûts budgétaires, l'ANR va appliquer directement ces coûts budgétaires. Il n'y aura pas de révision de l'annexe financière. Pourquoi ? Parce que, en contrepartie, on a supprimé les limites de fongibilité. Aujourd'hui, les établissements devaient nous déclarer, devaient nous faire une demande lorsqu'ils souhaitaient bouger les dépenses entre catégories dans la limite de 30%, au-dessus de 30%. Cette limite de fongibilité est supprimée, donc vous devez continuer à nous informer des modifications que vous faites dans vos projets. Par contre, il n'est plus besoin de demander l'autorisation à l'ANR de pouvoir basculer des dépenses de personnel vers de la prestation de services ou autre. Toutefois, on a gardé la limite des prestations de services à 50% parce que l'objectif n'est pas de sous-traiter la recherche ailleurs. Donc, on veut vraiment que vous puissiez conserver vos travaux sur vos projets. Donc, ça, on le maintient. De la même manière, il n'y a plus de validation des annexes financières par les tutelles. On va finalement donner la possibilité aux établissements de pouvoir vérifier les données administratives dès la phase post-dépôt, dès la fin de la phase 2 finalement de la APG. Donc, les modalités pour pouvoir accéder aux informations vous seront détaillées un peu plus tard, mais on va le faire via notamment le portail de suivi de projet. Puisque les principales modifications finalement qui sont apportées dans cette validation de l'annexe financière, c'est est-ce que la bonne tutelle gestionnaire a été déclarée, la bonne tutelle hébergeante, et pour pas qu'il y ait de problématiques derrière dans le cadre de la contractualisation et de versement des aides. Donc ça, c'est une phase qui va être plutôt anticipée en amont des comités, en amont de la contractualisation et non plus en phase de contractualisation. Je résume pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Grosso modo, pour les chercheurs et pour les chercheuses, on gagne 2 mois, jusqu'à 2 mois sur la contractualisation, c'est-à-dire que sur le budget que vous avez proposé, si votre comité d'évaluation scientifique a demandé un ajustement budgétaire pour la mise en adéquation entre le budget et le programme scientifique, et ben en fait, vous avez souplesse totale pour répartir cet ajustement budgétaire comme bon vous semble. Ça sera fait hors contractualisation. En fait, l'ANR va récupérer l'information qui sort en fait des membres de comité et va utiliser l'enveloppe globale de contractualisation comme base pour la contractualisation. Alors, la slide suivante. Tu fais ? Vas-y. Allez, je fais. De toute façon, c'est essentiellement un teasing pour vous rappeler. Il existe déjà, mais c'est bien de le rappeler. Il existe un portail commun des appels à projets qui s'appelle appelprojetrecherche.fr, qui est vraiment un portail unique qui simplifie déjà la relation des chercheurs aux appels à projets. Donc, il y a plusieurs, vous voyez à droite, membres fondateurs, aussi bien l'ADEME, l'ANSES, l'ANR, l'ANRS, etc., qui mettent la totalité de leurs appels à projets sur cette plateforme. Et en fait, on est vraiment dans une phase de renforcer le développement de ce portail commun pour en faire une plateforme commune multi-agence dans le but de paramétrer et d'opérer des appels à projets. Donc, de plus en plus, à l'avenir, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer par ce portail commun et vraiment de partager évidemment l'information entre toutes les agences et auprès de tous, avec la communauté aussi, mais de simplifier la démarche, derrière d'aller faciliter les candidatures et d'harmoniser le suivi de projet pour que, en fait, tout s'homogénéise dans ce portail des appels à projets de recherche. Donc, ce qui nous guide, on peut mettre la slide suivante. Hop. Donc, ce qui nous guide, c'est vraiment cette démarche d'harmonisation et de simplification en cherchant à harmoniser les pratiques de tous les acteurs du financement, tout en préservant évidemment leur autonomie et leur spécificité. Il ne faut pas que tous les projets ADEME soient exactement calqués sur un projet ANR, il y a des spécificités. Mais le but, c'est vraiment d'aller vers une harmonisation pour faciliter
le dépôt de projet de la part des utilisateurs. C'est aussi le recours à des identifiants pérennes, par exemple en utilisant les référentiels ORCID pour identifier les chercheurs et les chercheuses, le RNSR pour identifier les structures de recherche, et ce principe du « dites-le nous une fois », c'est-à-dire que quand une information est partagée avec les services de l'ANR ou avec les services d'une autre agence, on n'a pas besoin de vous redemander les mêmes informations, on pourra partager les informations de manière à fluidifier tout, j'allais dire, l'écosystème autour de la recherche sur appel à projet. Voilà, donc aujourd'hui, ce portail, vous voyez, il y a 7 membres fondateurs, 41 partenaires, il prend de plus en plus, il s'étoffe, j'allais dire, de plus en plus. En 2024, c'était 115 appels qui ont été publiés sur ce portail commun et évidemment de plus en plus de visites journalières sur ce portail pour vous, pour pouvoir vous tenir au courant. On va pouvoir conclure notre présentation, répondre encore à quelques questions dans les minutes qui nous restent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question Donc, ces mesures de simplification ne s'appliquent que pour les projets ANR et non ceux du PIA France 2030. Oui, effectivement, oui. Ça ne concerne que le plan d'action ANR, les projets ANR, pas le France 2030. Est-ce que la suppression des limites de fongibilité s'applique aussi aux modifications des budgets entre partenaires ? Non, entre partenaires, chaque bénéficiaire d'aide, chaque partenaire de projet a son aide. Dans le cadre de demande de transfert de fonds entre partenaires, il faudra bien évidemment passer par l'ANR pour qu'on puisse faire une modification contractuelle, enfin déjà accepter cette demande et l'évaluer. Et faire une modification contractuelle, chaque budget est propre à chaque partenaire de projet. Ces simplifications sont applicables uniquement pour les futurs projets à partir de 2026. Alors oui et non, ça va dépendre des mesures. Il y a des mesures qui sont applicables à partir de l'AAP 2026, d'autres sur les projets existants. Je pense que sur ça, on y reviendra beaucoup plus cet après-midi. N'hésitez pas à venir nous voir cet après-midi, qu'on puisse bien vous détailler ces modalités d'application. Concernant les mesures de simplification 2, allègement des contrôles des dépenses, quels sont les projets ANR concernés? Comment allez-vous procéder au versement des fonds? Donc, comme j'ai dit, c'est tous les projets pour lesquels la date de fin scientifique est arrivée à échéance là au 1er septembre. Sur cette attestation, vous allez devoir déclarer le budget consommé. Et c'est sur la base de cette déclaration que l'on versera le solde, tout simplement. La souplesse que vous mentionnez concernant le processus de contractualisation entre la phase 2 et la contractualisation et aussi pendant le projet lui-même. Non, c'est uniquement pendant la phase de tout le processus de sélection et de contractualisation qui était concerné par cette mesure. La souplesse pour répartir le budget concerne-t-elle la contractualisation uniquement ou est-elle maintenue pendant toute la durée? La souplesse de répartition du budget, elle est maintenue pendant toute la durée du projet. On sait très bien qu'entre la phase de dépôt d'un projet et finalement dans le cadre de la réalisation, le budget peut varier entre les catégories. Vous pouvez avoir des aléas, vous pouvez avoir des besoins complémentaires. Et donc, on a toujours offert cette flexibilité finalement d'utiliser le budget sur les différentes catégories. Donc, cette flexibilité reste la même et elle fera toujours l'objet d'une information de l'ANR, mais plus l'objet de demande de dérogation, tout simplement. La suppression de la validation des annexes financières en ligne signifie que les corrections qui sont parfois faites lorsque nous validions les annexes financières ne seront plus possibles. Alors oui, elles ne seront plus possibles dans cette phase de contractualisation. L'objectif, c'est qu'elles se fassent en amont. Donc, on communiquera de la même manière sur la mise à disposition des informations, le mode de contrôle, surtout le mode d'information de l'ANR sur les corrections à apporter. Donc, sur tout ce qui est modalité pratique, on a encore quelques mois puisque ça s'appliquera à compter d'avril prochain. Donc, on va pouvoir peaufiner un petit peu les processus, le communiquer à l'ensemble des tutelles. Aujourd'hui, on a une liste de tous les référents valideurs des annexes financières, donc on vous communiquera auprès de vous toutes les modalités d'ici avril prochain sans aucun problème.
Concernant les attestations, effectivement, ça sera un modèle. Le modèle va être mis en ligne dans quelques jours. On est en train de finaliser le document au sein de nos différentes instances internes. Normalement, d'ici une dizaine de jours max, vous aurez le modèle d'attestation qui sera disponible sur le site ANR de l'ANR, mais aussi sur nos plateformes comme le site de suivi de projet. Voilà pour les questions. Eh ben, on est pile poil dans les temps. Midi pile. On ne pouvait pas faire mieux. Sur ce, on peut vous signaler, donc déjà merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. On peut vous signaler que ce webinaire sera mis en ligne sous la forme d'un replay sur le site web de l'ANR. Et puis évidemment, sur le site web de l'ANR, vous allez retrouver tous les documents de référence auxquels on a fait mention, mais aussi toutes les dates pour les prochains webinaires. Donc le suivant, j'allais dire, c'est cet après-midi, vraiment sur les mesures de simplification, on ira beaucoup plus dans le détail. Donc si vous avez des questions spécifiques, c'est le bon moment aussi. Mais il y a toute une série de webinaires sur les 15 prochains jours. Et puis, à travers les rendez-vous de l'ANR, on va venir aussi vous voir directement sur place. On a une douzaine de rendez-vous dans différentes régions de France. Et donc, on sera disponible sur place pour vous faire des présentations similaires pour répondre à vos questions. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et puis une très bonne préparation de toutes vos propositions de recherche. Merci. Merci. Merci.